Docteur Marchand, le patient en salle 3 fait un arrêt cardiaque. Étienne Marchand leva les yeux de son dossier médical avec la froideur d'un glacier. 40 ans, des mains expertes qui avaient sauvé plus de 1000 vies et un cœur qui semblait battre uniquement par obligation professionnelle. Dans le couloir aseptisé de l'hôpital privé Marchand de Lyon, il se dirigea vers la salle d'urgence d'un pas mesuré, presque mécanique. « Préparez la défibrillation », ordonna-t-il en enfilant ses gants stériles. Ses gestes étaient précis, calculés, dénués de toute émotion apparente. Autour de lui, l'équipe médicale s'activait avec l'efficacité d'une machine bien huilée. Étienne Marchand n'était pas seulement le meilleur chirurgien cardiaque de France, il était l'héritier du groupe Marchand de Santé, un empire médical qui s'étendait sur tout le pays. 20 minutes plus tard, le patient respirait normalement. Une vie sauvée de plus, un succès ajouté à sa réputation déjà légendaire. Mais quand l'infirmière le remercia avec des larmes dans les yeux, Étienne se contenta d'un hochement de tête sec avant de disparaître dans son bureau directorial. L'immense pièce aux baies vitrées donnait sur les toits de Lyon. Des diplômes encadrés d'or ornaient les murs, témoins silencieux d'une carrière exceptionnelle. Étienne s'affala dans son fauteuil de cuir italien et observa son reflet dans la surface polie de son bureau. Des cheveux châtains impeccablement coiffés, des yeux gris-bleu qui ne trahissaient jamais rien, un costume taillé sur mesure qui masquait parfaitement l'homme brisé qu'il était devenu. Son téléphone vibra. Sophie de Brissac, sa belle-mère, encore. Il laissa sonner. La porte s'ouvrit sans que personne frappe, privilège réservé à une seule personne dans tout l'hôpital. « Tu as encore ignoré Sophie », lança docteur Marc Dubois, son ami d'enfance et associé, en s'installant dans le fauteuil face au bureau. « Elle m'a appelé. Elle parle d'un mariage avec la fille du ministre Dufort. Héloïse quelque chose. » Étienne ferma les yeux. « Je ne suis pas une marchandise, Marc. Non, tu es juste l'homme le plus seul que je connaisse. » Marc posa un dossier sur le bureau. Et peut-être que c'est exactement ce dont tu as besoin pour sortir de cette léthargie. Léthargie. Étienne ouvrit le dossier. J'ai opéré 15 patients cette semaine. L'hôpital affiche ses meilleurs résultats financiers depuis 10 ans. En quoi suis-je? Il s'interrompit en découvrant le contenu du dossier. Le projet de Clermont-Ferrand, expliqua Marc. La nouvelle aile de réhabilitation cardiaque. Tu te souviens? Ton père avait insisté pour que le groupe s'implique dans le service public avant sa mort. Étienne se souvenait. Un projet philanthropique dont il n'avait jamais vraiment compris l'intérêt. Et alors? Alors, il faut que quelqu'un supervise l'installation. Quelqu'un de la famille Marchand. Quelqu'un qui comprenne l'importance médicale et symbolique de ce geste. Marc se pencha en avant. Quelqu'un qui a besoin de respirer un autre air que celui des cliniques privées de luxe. Tu veux m'envoyer en exil à Clermont-Ferrand? Je veux te rappeler pourquoi tu es devenu médecin. Avant que l'argent et les convenances sociales ne transforment ta vocation en simple business. Étienne referma brutalement le dossier. Ma vocation n'a jamais changé. Je sauve des vies. Point final. Vraiment? Marc se leva. Alors pourquoi as-tu l'air si mort depuis des mois? La question resta suspendue dans l'air comme un diagnostic impitoyable. Étienne regarda par la fenêtre. Au loin, les montagnes de l'Auvergne dessinaient une ligne d'horizon qu'il n'avait pas contemplée depuis des années. « Combien de temps ?» demanda-t-il finalement. « 6 semaines. Le temps d'installer les nouveaux équipements et de former l'équipe locale. Après, tu pourras revenir à tes petits arrangements matrimoniaux avec Sophie. » Étienne sentit quelque chose remuer en lui, une curiosité qu'il croyait éteinte depuis longtemps. « D'accord, mais je veux que ce soit fait rapidement et efficacement. Pas de sentimentalisme. » Marc sourit en se dirigeant vers la porte. « Bien sûr, pas de sentimentalisme. C'est exactement ce dont tu as besoin. » Resté seul, Étienne ouvrit à nouveau le dossier. Centre hospitalier de Clermont-Ferrand, un hôpital public modeste aux antipodes de l'univers feutré dans lequel il évoluait. Il lut les statistiques, les budgets, les noms des médecins locaux. Tout paraissait si ordinaire. Il ne savait pas encore qu'au détour d'un couloir de cet hôpital si ordinaire, il allait rencontrer une femme qui bouleverserait toutes ses certitudes. Une femme dont le sourire discret ferait vaciller les murs qu'il avait mis 40 ans à construire autour de son cœur.
une femme nommée Camille Fournier. Camille Fournier referma délicatement le livre de poésie qu'elle venait de terminer et le rangea soigneusement sur l'étagère de la petite bibliothèque du centre hospitalier de Clermont-Ferrand. 29 ans, des cheveux châtains qu'elle attachait toujours en chignon simple et des yeux noisettes qui semblaient porter toute la douceur du monde. Elle portait ce matin-là une robe bleue marine toute simple, achetée dans une friperie de Montferrand, mais qui lui donnait l'allure d'une héroïne de roman. « Mademoiselle Camille !» La voix joyeuse de Madame Rousseau, une patiente de 70 ans hospitalisée pour des problèmes cardiaques, la fit se retourner. « Vous n'auriez pas quelque chose de plus gai à me lire aujourd'hui ? Hier, votre Baudelaire m'a donné le cafard. » Camille sourit avec cette tendresse naturelle qui la caractérisait. « J'ai exactement ce qu'il vous faut, Madame Rousseau. » Elle se dirigea vers une autre étagère et en sortit un recueil d'histoires drôles de la région auvergnate. Celle-ci va vous faire rire, j'en suis certaine. La bibliothèque de l'hôpital n'était qu'une petite salle reconvertie, coincée entre la cafétéria et le service de cardiologie. Mais Camille l'avait transformée en un véritable refuge. Des plantes vertes égayaient les rebords de fenêtres, des coussins colorés étaient disposés sur les fauteuils défraîchis, et partout, des livres soigneusement classés attendaient de consoler, distraire ou émouvoir les patients et leurs familles. « Comment va Margot ?» demanda Madame Rousseau en s'installant dans son fauteuil habituel. Le visage de Camille se voila légèrement. Margot, sa sœur cadette de 24 ans, souffrait d'une malformation cardiaque congénitale qui nécessitait des soins constants. Elle a passé une nuit difficile, mais elle est courageuse, vous savez, plus courageuse que moi parfois. Tu es la meilleure grande sœur qu'elle pourrait avoir, ma petite Camille. Camille arrangea machinalement les livres sur la table basse. Depuis la mort de leurs parents dans un accident de voiture 5 ans plus tôt, elle s'était entièrement consacrée à Margot. Employée temporaire dans diverses bibliothèques de la région, elle complétait ses revenus modestes en donnant des cours de français à des enfants du quartier et en participant à des ventes de livres d'occasion. Leur petit appartement rue de la Treille, dans le quartier populaire de Montferrand, était modeste mais chaleureux. « Mademoiselle ?» Une voix masculine, froide et autoritaire, l'interrompit dans ses pensées. Camille leva les yeux et sentit son cœur faire un bond inexplicable. Un homme se tenait dans l'encadrement de la porte, grand, élégant, avec des yeux gris-bleu perçants qui semblaient la jauger. Il portait un costume sombre, impeccable, qui jurait avec l'atmosphère décontractée de la bibliothèque. « Je cherche le bureau de la direction », dit-il d'un ton neutre. « 2e étage, couloir principal, dernière porte à droite », répondit Camille, troublée malgré elle par l'intensité de ce regard. L'homme hocha la tête et allait repartir quand Madame Rousseau s'exclama « Oh là là, vous devez être le nouveau docteur de Lyon. J'ai entendu les infirmières en parler ce matin. Paraît que vous venez installer de nouveaux appareils pour les cœurs malades. » L'inconnu se raidit visiblement. « Étienne Marchand », se présenta-t-il brièvement. Vous avez raison, je supervise l'installation d'une nouvelle unité de réhabilitation cardiaque. » Camille sentit son sang se glacer. Marchand. Elle connaissait ce nom. Le groupe Marchand, ces cliniques privées hors de prix qui soignaient les riches en laissant les autres se débrouiller dans le service public. Cet homme représentait tout ce qu'elle détestait dans le système de santé français. « Nous vous souhaitons la bienvenue, docteur », dit-elle pourtant avec politesse, masquant sa désapprobation. Étienne observa cette femme qui venait de s'adresser à lui avec une courtoisie glaciale. Il y avait dans ses yeux une lueur qu'il n'arrivait pas à identifier. De la méfiance? De l'hostilité? Pour une raison qu'il ne s'expliquait pas, cela l'intrigua. « Vous travaillez ici ?» demanda-t-il. « Je suis bénévole. Je m'occupe de la bibliothèque. » Bénévole. Il répéta le mot comme s'il avait du mal à en saisir le sens. Dans son monde, tout se monnaie. C'est inhabituel. Camille sentit l'irritation monter en elle. Inhabituel d'aider les autres sans contrepartie financière? Étienne perçut le sarcasme dans sa voix. Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Bien sûr que non, murmura Camille en retournant à ses livres. Un silence gêné s'installa. Madame Rousseau toussota discrètement, sentant la tension entre les deux jeunes gens. « Bon, eh bien,
Je vais vous laisser, dit finalement Étienne, désarçonné par cette réception pour le moins fraîche. Bonne journée. Il sortit de la bibliothèque avec la désagréable impression d'avoir raté quelque chose d'important. Dans le couloir, il se retourna machinalement vers la petite salle. À travers la vitre, il vit la jeune femme se pencher vers la patiente âgée avec une tendresse infinie, lui caressant doucement la main, tout en lui montrant les illustrations du livre. Quelque chose se serra dans sa poitrine, une émotion qu'il ne reconnut pas immédiatement. Monsieur Marchand, docteur Bernard Létang, le directeur de l'hôpital, apparut au bout du couloir. « Je vous attendais. Bienvenue au centre hospitalier de Clermont-Ferrand. » Étienne se ressaisit et suivit le directeur, mais il ne put s'empêcher de jeter un dernier regard vers la bibliothèque. La jeune femme, il ne connaissait même pas son prénom, lisait maintenant à haute voix, et sa voix douce portait jusqu'à lui. Pour la première fois depuis des mois, Étienne Marchand eut envie de s'attarder quelque part, au lieu de fuir vers son prochain rendez-vous. « Margot, tu dois prendre tes médicaments », murmura Camille en s'agenouillant près du canapé où sa sœur était allongée, pâle comme un linge. La jeune femme de 24 ans esquissa un sourire fatigué. Ses longs cheveux blonds encadraient un visage délicat marqué par la maladie, mais ses yeux verts pétillaient encore de cette malice qui faisait craquer Camille depuis l'enfance. « J'ai entendu dire qu'un prince charmant était arrivé à l'hôpital », taquina Margot en avalant ses comprimés. « Madame Leroy du 3e étage m'a dit qu'il ressemblait à un héros de roman. » Camille leva les yeux au ciel. Dans le quartier populaire de Montferrand, les nouvelles circulaient plus vite que le vent d'Auvergne. « C'est juste un médecin arrogant de Lyon qui vient faire de la charité déguisée. »« Arrogant ou séduisant ?» Margot gloussa malgré sa fatigue. « Les deux ne sont pas incompatibles. » marmonna Camille en rangeant les médicaments dans le petit placard de leur cuisine minuscule. Leur appartement, rue de la Treille, était modeste. Un salon qui faisait office de chambre pour Margot, une kitchenette, une salle de bain, et la chambre de Camille, sous les combles. Mais chaque coin respirait la chaleur humaine. Des livres s'empilaient, partout. Des photos de famille ornaient les murs, et des plantes égayaient chaque rebord de fenêtre. « Tu travailles ce soir ?» demanda Margot. « Cours de français chez les Dubois. Leur petit Thomas progresse bien en lecture. » Camille regarda sa montre. « Et toi, tu restes sage. Je t'ai laissé une soupe dans le frigo et... » Camille. Margot prit la main de sa sœur. « Arrête de t'inquiéter. Je ne vais pas m'envoler. » Mais Camille s'inquiétait toujours. Depuis l'accident qui avait emporté leurs parents, elle avait endossé tous les rôles. Grande sœur, mère de substitution, infirmière, pourvoyeuse de revenus. Parfois, elle se demandait ce qu'aurait été sa vie si elle avait pu suivre ses rêves d'études littéraires à Paris, au lieu de s'installer à Clermont-Ferrand pour être près des médecins qui suivaient Margot. Le lendemain matin, Camille arriva à l'hôpital plus tôt que d'habitude. Elle aimait ces moments de silence où elle pouvait préparer la bibliothèque avant l'arrivée des premiers patients. Elle disposait les nouveaux livres arrivés la veille, des dons d'une librairie locale, quand elle entendit des voix dans le couloir. « Équipement de pointe, mais il faut former tout le personnel. Nous ne sommes pas dans une clinique privée ici, docteur Marchand. Je suis conscient des différences, docteur Létang, mais l'excellence médicale ne devrait pas dépendre du statut social des patients. » Camille se figea. Cette voix grave, elle la reconnaissait. Elle jeta un coup d'œil par l'entrebâillement de la porte. Étienne Marchand et le directeur de l'hôpital passaient devant la bibliothèque, discutant des nouveaux équipements. « Vous avez raison, bien sûr, » reprenait le docteur Létang. « Mais voyez-vous, ici, nous devons composer avec des budgets serrés, du personnel parfois débordé. C'est un autre monde que vos cliniques lyonnaises. »« Justement, » répondit Étienne en s'arrêtant devant la porte de la bibliothèque. « C'est peut-être ce dont j'avais besoin. » Il poussa la porte et entra, surprenant Camille qui se tenait debout, un livre à la main. « Bonjour, » dit-il simplement. « Bonjour, » répondit-elle, troublée malgré elle par ce regard gris-bleu qui semblait la scruter. Docteur Létang les rejoignit. « Ah, mademoiselle Fournier, docteur Marchand, permettez-moi de vous présenter notre bibliothécaire bénévole. Camille est un véritable pilier de cet hôpital. »« Camille !» répéta Étienne comme s'il goûtait le prénom. « Docteur !»
répondit-elle froidement. Mademoiselle Fournier connaît tous nos patients par leur prénom, continua le directeur, inconscient de la tension entre les deux jeunes gens. Elle organise des lectures, des ateliers d'écriture, elle transforme vraiment le quotidien de nos malades. Étienne observait Camille, qui rougissait légèrement sous les compliments. « C'est admirable, dit-il, et pour la première fois sa voix avait perdu de sa froideur habituelle. « Ce n'est rien d'extraordinaire, murmura Camille. Je fais ce que je peux avec les moyens du bord. »« Avec les moyens du bord, répéta Étienne, pensif. Dans son monde, tout était question de moyens illimités, de technologie de pointe, d'excellence absolue. Cette jeune femme obtenait visiblement des résultats remarquables avec presque rien. « Docteur, nous devrions y aller, » l'interrompit docteur. « Les temps. L'équipe de cardiologie nous attend. » Étienne hocha la tête mais ne bougea pas immédiatement. « Mademoiselle... Camille... J'aimerais... » Il s'interrompit, ne sachant pas exactement ce qu'il voulait dire. « J'aimerais comprendre comment vous travaillez ici. » Camille le regarda, intrigué, malgré sa méfiance. « Pourquoi ? Parce que je pense que j'ai oublié l'essentiel en cours de route. » Cette phrase, prononcée avec une sincérité inattendue, désarçonna complètement Camille. Pendant un instant, l'homme froid et distant qu'elle avait rencontré la veille laissa place à quelqu'un de plus vulnérable. « L'essentiel, » répéta-t-elle doucement. « Pourquoi nous faisons ce métier? Pour qui nous le faisons vraiment ?» Le silence s'étira entre eux, chargé d'une émotion que ni l'un ni l'autre ne savait nommer. « Docteur Marchand ?» Docteur Létang s'impatientait discrètement. Étienne se ressaisit. « Excusez-moi. Bonne journée, mademoiselle. » Il sortit de la bibliothèque, laissant Camille profondément troublée. Cet homme était-il vraiment celui qu'elle imaginait? Ou cachait-il autre chose derrière son masque d'indifférence? Dans le couloir, Étienne marchait machinalement aux côtés du directeur, mais ses pensées étaient restées dans cette petite bibliothèque improvisée. Il pensait aux yeux noisettes de Camille, à sa façon de rougir quand on la complimentait, à cette douceur naturelle qu'elle dégageait. Pour la première fois depuis des années, Étienne Marchand avait envie de connaître quelqu'un, vraiment le connaître. La pluie d'octobre tambourinait contre les vitres du café Le Petit Grain, situé à quelques pas de la place de Jaude. Camille serrait sa tasse de thé entre ses mains, savourant cette pause bien méritée après une matinée particulièrement chargée à l'hôpital. Elle avait organisé une séance de lecture pour les enfants du service pédiatrique et aidé Madame Rousseau à écrire une lettre à sa fille en Bretagne. Le café était presque vide à cette heure de l'après-midi. Quelques habitués lisaient le journal au comptoir, et la patronne, Madame Bergeron, tricotait derrière sa caisse enregistreuse en fredonnant un air d'Édith Piaf. Camille aimait cet endroit simple et chaleureux où elle pouvait s'offrir de temps en temps un moment de solitude. Elle ouvrit le livre qu'elle avait apporté, un recueil de nouvelles de Catherine Mansfield, quand la porte du café s'ouvrit en grinçant. Elle leva machinalement les yeux et sentit son cœur faire un bond. Étienne Marchand se tenait sur le seuil, les cheveux légèrement humides de pluie, cherchant visiblement un endroit où s'abriter. Son regard croisa celui de Camille, et elle vit une surprise sincère passer dans ses yeux gris-bleus. « Mademoiselle Fournier », dit-il en s'approchant de sa table. « Quelle coïncidence. Docteur Marchand, » répondit-elle en refermant son livre. « Puis-je » Il désigna la chaise libre en face d'elle. Tous les autres cafés semblent fermés et cette pluie... Camille hésita un instant, puis hocha la tête. Bien sûr. Étienne s'installa avec une élégance naturelle qui ne passait pas inaperçue. Même dans ce petit café de quartier, il dégageait une prestance qui le distinguait immédiatement des autres clients. Madame Bergeron s'approcha pour prendre sa commande, visiblement impressionnée par ce nouveau client si distingué. « Un café noir, s'il vous plaît » demanda Étienne poliment. « Tout de suite, monsieur. » Un silence gêné s'installa entre eux. Camille observait discrètement cet homme qui semblait aussi déplacé dans ce décor modeste qu'un diamant dans un écrin de carton. Étienne, de son côté, était fasciné par la façon dont Camille semblait parfaitement à sa place dans cet environnement simple. « Vous venez souvent ici ?» demanda-t-il finalement. « Quand je peux me le permettre » répondit Camille avec une franchise qui le surprit. « C'est mon petit plaisir de fin de semaine. » Étienne réalisa soudain l'incongruité de sa question. Pour lui,
Entrer dans un café était un geste anodin. Pour elle, c'était apparemment un luxe calculé. « Pardon, je ne voulais pas... » « Ce n'est rien, » le coupa Camille. « Et vous, vous explorez le quartier ?» « En quelque sorte. » Étienne but une gorgée de son café et grimaça légèrement. Il était habitué aux expressos parfaits de ses clubs privés. « Je loge à l'hôtel Mercure, près de la gare. Votre directeur m'a conseillé de découvrir le vrai Clermont-Ferrand. » « Et que pensez-vous du vrai Clermont-Ferrand » Il y avait une pointe de défi dans la voix de Camille, comme si elle le mettait au défi de critiquer sa ville. « C'est différent, » admit Étienne. « Plus authentique que ce à quoi je suis habitué. »« Authentique, » répéta Camille. « C'est un joli euphémisme pour dire moins luxueux. » Étienne posa sa tasse et la regarda droit dans les yeux. « Pourquoi avez-vous une si mauvaise opinion de moi ?» La question directe déstabilisa Camille. « Je n'ai pas... Si. Depuis notre première rencontre, vous me regardez comme si j'étais... Je ne sais pas. Un ennemi. » Camille sentit ses joues s'empourprer. « Ce n'est pas vous personnellement. C'est ce que vous représentez. Et qu'est-ce que je représente ? L'inégalité du système de santé. » Les mots sortirent de plus brutalement qu'elle ne l'avait voulu. Des cliniques privées qui coûtent une fortune pendant que l'hôpital public manque de tout. Des soins de luxe pour les riches et des listes d'attente interminables pour les autres. Étienne accusa le coup. Personne ne lui avait jamais parlé avec une telle franchise. Dans son milieu, tout le monde était d'accord avec lui ou feignait de l'être. « Vous avez raison, » dit-il simplement. Camille écarquilla les yeux. « Pardon ? Vous avez raison. Le système est inégalitaire, et j'en fais partie. » Il tourna sa cuillère dans sa tasse d'un geste nerveux. Mais je n'ai pas choisi de naître dans cette famille, et j'ai toujours essayé de bien faire mon travail, quel que soit le statut de mes patients. « Combien de patients du service public avez-vous opéré cette année ?» demanda Camille, impitoyable. Étienne réfléchit. « Aucun, » admit-il finalement. « Tous mes patients passent par le privé. Voilà. Mais je suis ici maintenant, » dit-il avec une véhémence qui la surprit. « J'installe gratuitement des équipements qui coûtent des centaines de milliers d'euros. J'ai quitté ma vie confortable à Lyon pour passer 6 semaines dans un hôpital public. Cela ne compte-t-il pour rien ?» Camille étudia son visage. Il y avait quelque chose dans ses yeux, une sincérité qu'elle n'attendait pas. « Pourquoi ?» demanda-t-elle doucement. « Pourquoi êtes-vous vraiment ici ?» Étienne hésita. Comment expliquer à cette femme qu'il était venu ici pour fuir sa propre vie, qu'il étouffait dans son monde doré, qu'il avait besoin de retrouver un sens à son existence, parce que j'ai perdu de vue l'essentiel, dit-il finalement, et que j'espère le retrouver ici. Camille sentit sa colère s'estomper. Cet homme était-il réellement en quête de rédemption, ou jouait-il simplement la comédie? Elle observa ses mains fines et soignées, si différentes des siennes, abîmées par les petits boulots et les tâches ménagères. L'essentiel, répéta-t-elle, soigner pour guérir, pas pour gagner de l'argent, voir la personne derrière la maladie, se rappeler que chaque vie a la même valeur. Il leva les yeux vers elle. Vous n'avez jamais oublié ça. Nous, comment pouvez-vous le savoir? Vous ne me connaissez pas. Je vous observe depuis 3 jours, la façon dont vous parlez aux patients, dont vous vous occupez de cette bibliothèque, dont vous consacrez votre temps libre à des gens que vous ne connaissez même pas. Il s'interrompit, gêné par sa propre sincérité. Vous incarnez tout ce que j'ai perdu en cours de route. Camille resta silencieuse, émue malgré elle par cet aveu. Dehors, la pluie avait cessé et un rayon de soleil perçait les nuages, illuminant leur table. « Je dois y aller, » dit-elle en se levant. « Ma sœur m'attend. » Étienne se leva aussi, déçu de voir cette conversation s'interrompre. « Votre sœur ? Margot. Elle est malade, cardiaque. » Camille enfila son manteau. « C'est pour elle que j'ai découvert votre hôpital il y a 5 ans. » Elle se dirigea vers la sortie, laissant Étienne figé par cette révélation. Arrivée à la porte, elle se retourna. « Docteur Marchand, si vous voulez vraiment comprendre l'essentiel, venez voir comment vivent les gens que vous soignez, pas seulement à l'hôpital, chez eux. » Et elle sortit, le laissant seul avec ses pensées et une tasse de café froid. Étienne n'arrivait pas à chasser de son esprit la dernière phrase de Camille. « Venez voir comment vivent les gens que vous soignez. » Ces mots résonnaient dans sa tête comme un défi
qu'il ne pouvait ignorer. 3 jours après leur rencontre au café, il se surprit à chercher des prétextes pour passer devant la bibliothèque de l'hôpital. Ce matin-là, il la trouva en train d'expliquer à un jeune garçon de 10 ans comment tenir correctement un livre sans abîmer la reliure. L'enfant, hospitalisé pour une intervention bénigne, buvait littéralement ses paroles. « Et si je fais comme ça ?» demanda le petit en ouvrant le livre de manière exagérée. Camille éclata de rire, un rire cristallin qui fit quelque chose d'étrange dans la poitrine d'Étienne. « Non, Thomas, tu vas casser le dos du livre. Regarde, comme ceci. » Elle guida doucement les petites mains de l'enfant, et Étienne fut frappé par la patience infinie qu'elle manifestait. Dans son monde, tout devait aller vite. Efficacité, rentabilité, performance. Ici, Camille prenait le temps d'enseigner un geste simple à un enfant comme si c'était la chose la plus importante du monde. « Docteur Marchand !» La voix de Camille le tira de ses pensées. Elle l'avait remarqué dans l'encadrement de la porte. « Vous cherchez quelque chose ?»« Étienne se sentit ridicule. Je passais juste voir comment se déroulait l'installation des nouveaux équipements. « La salle de réhabilitation n'est pas par ici, » remarqua Camille avec un léger sourire. Thomas leva les yeux vers le grand homme en costume. « C'est vous le docteur de Lyon, celui qui apporte les machines magiques ?»« Les machines magiques ?» répéta Étienne, amusé malgré lui. « C'est comme ça qu'on les appelle, » expliqua Camille. « Ces appareils qui vont aider les cœurs malades à guérir plus vite. » Étienne s'agenouilla à la hauteur de l'enfant. « Et qu'est-ce que tu penses de ces machines magiques ?»« Maman dit que grâce à vous, papy pourra peut-être remarcher normalement après son opération du cœur. » Les yeux de Thomas brillaient d'espoir. « C'est vrai ?» La gorge d'Étienne se serra. « Nous allons tout faire pour ça, bonhomme. »« Thomas, il faut retourner dans ta chambre maintenant, » intervint doucement Camille. « L'infirmière va venir pour tes soins. » L'enfant rangea soigneusement son livre et salua Étienne avec solennité avant de partir en trottinant. « Son grand-père a eu un infarctus la semaine dernière, » expliqua Camille une fois qu'ils furent seuls. « 70 ans, maçon toute sa vie. Thomas est terrorisé à l'idée de le perdre. » Étienne hocha la tête, touché par l'histoire. « Et vous, comment allez-vous » La question surprit Camille. Personne ne lui demandait jamais comment elle allait. Elle était celle qui prenait soin des autres, qui consolait, qui soutenait. « Ça va » répondit-elle automatiquement. « Vraiment ?» Étienne la regardait avec une intensité qui la mettait mal à l'aise. « Et votre sœur ?» Camille hésita. Quelque chose dans le ton d'Étienne, dans la façon dont il la regardait, l'incitait à la confidence. « Margot a passé une mauvaise nuit. Sa tension était instable. » Elle soupira. « Parfois, j'ai l'impression de me battre contre un ennemi invisible. Quelle est sa pathologie exacte ? Tétralogie de Fallot, opérée plusieurs fois dans l'enfance, mais elle haussa les épaules. Les séquelles sont là. » Étienne connaissait cette malformation cardiaque complexe. Les patients qui en souffraient nécessitaient un suivi à vie, et parfois des interventions chirurgicales répétées. Elle est suivie où ? Ici, au service de cardiologie. Docteur Moreau s'occupe d'elle depuis 5 ans. C'est un bon médecin, mais... Camille s'interrompit, se rendant compte qu'elle était en train de confier ses inquiétudes à un parfait inconnu. Mais, l'encouragea doucement Étienne, les moyens sont limités, les rendez-vous espacés. Et parfois, j'ai l'impression qu'on attend que ça se dégrade pour agir. Elle leva les yeux vers lui. Dans votre monde, ce ne serait pas pareil, n'est-ce pas ? Étienne sentit le reproche sous-jacent, mais aussi la détresse sincère. Non, admit-il. Dans mes cliniques, elle aurait un suivi rapproché, des examens réguliers, un accès privilégié aux nouvelles technologies, et tout ça coûterait plus que ce que je gagne en 5 ans, compléta amèrement Camille. Camille, c'était la première fois qu'il l'appelait par son prénom, et cela créa entre eux une intimité inattendue. J'aimerais examiner votre sœur. Quoi ? Camille écarquilla les yeux. Vous m'avez dit de venir voir comment vivent les gens que je soigne. Laissez-moi commencer par comprendre ce que vous vivez au quotidien. Camille le dévisagea, cherchant une trace de condescendance ou de pitié dans son regard. Elle n'y trouva qu'une sincérité troublante. Pourquoi feriez-vous ça ? Parce que... Étienne chercha ses mots. Parce que vous m'aidez à retrouver ce que j'avais perdu. Le moins que je puisse faire, c'est vous aider en retour. Je ne vous demande rien. Je sais. Et c'est exactement pour ça que j'ai envie de le faire. Camille sentit ses défenses vaciller.
Cet homme l'intriguait de plus en plus. Derrière son masque froid et distant, elle entrevoyait quelqu'un de blessé, quelqu'un qui cherchait lui aussi sa place dans le monde. Margot est très méfiante envers les médecins qu'elle ne connaît pas, dit-elle finalement. Je peux comprendre ça. Et elle n'aime pas qu'on la prenne en pitié. Moi non plus. Camille sourit malgré elle. D'accord, mais on fait ça discrètement. Pas de consultation officielle, juste une visite. Juste une visite, répéta Étienne. Il ne savait pas encore que cette simple visite allait bouleverser sa vision du monde et de lui-même. Il ne savait pas que Margot Fournier, avec son sourire courageux et ses questions impertinentes, allait lui rappeler pourquoi il était devenu médecin. Et surtout, il ne savait pas que voir Camille, dans son environnement familial, entourée de l'amour qu'elle donnait sans compter, allait faire s'effondrer définitivement les murs qu'il avait passé sa vie à construire autour de son cœur. « Demain soir ?» proposa-t-il. « Après ma dernière réunion ?» « D'accord, rue de la Treille, numéro 23, 3e étage. » Étienne nota mentalement l'adresse. « À demain, alors. » En sortant de la bibliothèque, il croisa Dr Moreau, le cardiologue, qui suivait Margot. « Docteur Marchand, comment trouvez-vous notre petit hôpital ?»« Instructif, » répondit Étienne. « Dites-moi, vous avez une patiente, Margot Fournier ?»« Ah, la petite Margot !» Le visage du médecin s'éclaira. « Une battante, celle-là. Tétralogie de Fallot avec complications. Pourquoi cette question ? Simple curiosité professionnelle. Comment évolue son état ?» Le docteur Moreau soupira. « Stable pour l'instant, mais fragile. Elle aurait besoin d'examens plus poussés, peut-être même d'une nouvelle intervention. Mais vous connaissez nos contraintes budgétaires. » Étienne hocha la tête, mais une idée germait déjà dans son esprit. Une idée qui allait changer le cours de cette histoire. Étienne gara sa BMW dans la petite rue pavée de Montferrand et resta un moment immobile au volant. Il n'était jamais venu dans ce quartier populaire aux maisons de pierre volcaniques sombres, si différent des beaux quartiers lyonnais qu'il fréquentait habituellement. Les façades étaient modestes, mais bien entretenues, avec des géraniums aux fenêtres et des volets colorés qui donnaient à l'ensemble un charme authentique. Il monta les 3 étages de l'immeuble ancien, ses pas résonnant dans la cage d'escalier étroite. Au 3e, une porte s'ouvrit, avant même qu'il ait frappé. « Docteur Marchand » dit Camille avec un sourire timide. « Entrez, je vous prie. » L'appartement était exactement ce qu'il avait imaginé. Petit, chaleureux, rempli de livres et de souvenirs. Mais ce qui le frappa immédiatement, ce fut l'atmosphère de bonheur qui y régnait, malgré la modestie des lieux. Des photos de famille ornaient les murs, des plantes vertes débordaient des rebords de fenêtres, et une odeur de soupe de légumes flottait dans l'air. « Margot, je te présente le docteur Marchand », dit Camille en se dirigeant vers le canapé où était allongée une jeune femme blonde. Étienne fut immédiatement frappé par la ressemblance entre les 2 sœurs, mais là où Camille dégageait une douceur tranquille, Margot avait dans les yeux une flamme de malice qui contrastait avec sa pâleur. « Alors c'est vous, le fameux prince de Lyon ?» dit Margot avec un sourire espiègle. « Camille m'a dit que vous étiez venu faire de la charité chez les pauvres. »« Margot !» protesta Camille, mortifiée. Mais Étienne éclata de rire, surpris par la franchise directe de la jeune femme. « Votre sœur a raison d'être méfiante, mais je ne suis pas ici pour faire la charité, je suis ici pour apprendre. »« Apprendre quoi ?» demanda Margot en l'étudiant avec curiosité. « Comment on vit quand on n'a pas tout cuit dans le bec, comment on se bat pour ce qu'on aime, comment on trouve le bonheur dans les petites choses. » Il regarda autour de lui. Votre appartement respire la joie de vivre. Ce n'est pas donné à tout le monde. » Margot et Camille échangèrent un regard surpris. Elles s'attendaient à de la condescendance, pas à cette sincérité désarmante. « Asseyez-vous » proposa Camille en désignant un fauteuil. « Je vais faire du thé. »« Alors, docteur, » reprit Margot quand Camille fut partie dans la cuisine, « qu'est-ce qui vous amène vraiment ici ? Camille pense que vous voulez examiner mon cœur défaillant. Mais moi, je crois que c'est le sien qui vous intéresse. » Étienne faillit s'étrangler. « Pardon ? Oh, je vous en prie. » Margot se redressa péniblement. « Ma sœur parle de vous depuis 1 semaine. Le docteur Marchand a dit ceci. Le docteur Marchand a fait cela. Elle ne s'en rend même pas compte,
mais c'est la première fois en 5 ans qu'elle mentionne un homme plus de 2 fois dans la même conversation. Nous nous sommes juste croisés quelques fois à l'hôpital. Bien sûr, le sourire de Margot était malicieux. Et vous avez décidé de rendre visite à une parfaite inconnue un soir après le travail par pure philanthropie. Étienne se sentit pris au piège. Cette jeune femme avait une perspicacité redoutable. « Votre sœur m'intrigue, » admit-il finalement. « Elle me fait voir les choses différemment. Et ça vous plaît? Ça me dérange. » Il réfléchit. « Mais oui, ça me plaît aussi. » Camille revint avec un plateau et 3 tasses dépareillées mais charmantes. « De quoi parliez-vous? »« De médecine, » répondirent en chœur Margot et Étienne avec un parfait ensemble qui fit rire Camille. « Menteur, » dit-elle en distribuant les tasses. « Je vous connais, Margot. Tu l'interrogeais sur ses intentions, c'est ça? » « Peut-être un peu, » avoua Margot sans la moindre gêne. Étienne observait la complicité entre les 2 sœurs avec une pointe d'envie. Il n'avait jamais eu ce genre de relation avec qui que ce soit. Dans sa famille, les émotions étaient soigneusement contrôlées, les mots pesés, les gestes mesurés. « Margot, tu veux bien que le docteur écoute ton cœur ?» demanda gentiment Camille. « Juste pour avoir un autre avis ?» Margot hésita, puis hocha la tête. « D'accord, mais je vous préviens, docteur, il fait beaucoup de bruit pour pas grand-chose. » Étienne sortit son stéthoscope et s'approcha du canapé. « Je peux ?» L'auscultation révéla ce qu'il craignait, un souffle cardiaque important, des bruits anormaux qui indiquaient une dégradation de l'état de Margot. Il masqua son inquiétude et continua son examen, prenant le pouls, vérifiant la coloration des ongles, observant le léger œdème des chevilles. « Depuis quand êtes-vous plus essoufflé ?» demanda-t-il. « Quelques semaines, » répondit Margot en évitant le regard de sa sœur. « Mais ce n'est rien de grave. »« Margot !» Camille la regardait avec reproche. « Tu ne m'avais rien dit. Je ne voulais pas t'inquiéter. Tu en fais déjà assez pour moi. » Étienne rangea son stéthoscope, le cœur lourd. L'état de Margot nécessitait des examens approfondis et probablement une nouvelle intervention. Dans son hôpital de Lyon, elle aurait été prise en charge immédiatement. Ici, « Docteur ?» La voix de Camille était tendue. « C'est grave ?» Étienne croisa le regard inquiet de Margot. Cette jeune femme savait. Elle savait que son état se dégradait, mais elle le cachait pour protéger sa sœur. « Il faudrait faire des examens plus poussés, » dit-il diplomatiquement. « Un écho-doppler, peut-être un cathétérisme cardiaque. Et ça coûte combien ?» demanda directement Margot. « Margot !» protesta Camille. « Quoi? Autant être réaliste. » Margot se tourna vers Étienne. « Dans le public, j'attendrai 6 mois. Dans le privé, je n'ai pas les moyens. Alors, dites-moi combien de temps il me reste en l'état. » Le silence qui suivit fut lourd de non-dits. Camille était devenue très pâle. Étienne admira le courage de Margot, mais il voyait aussi la peur dans ses yeux. « Margot, » dit-il doucement, « et si je vous disais qu'il y avait une 3e solution? » « Laquelle ?» Étienne prit une grande inspiration. Ce qu'il s'apprêtait à proposer allait à l'encontre de tous les protocoles, de toutes les règles qu'on lui avait inculquées. Je pourrais vous faire passer ces examens à Lyon, gratuitement. Et si une intervention est nécessaire, nous la ferions dans les meilleures conditions. Le silence qui accueillit sa proposition était assourdissant. Camille le regardait avec des yeux écarquillés. Margot semblait pétrifiée. « Pourquoi ?» murmura finalement Camille. « Pourquoi feriez-vous ça ?» Étienne la regarda droit dans les yeux. « Parce que votre sœur mérite les meilleures chances. Parce que vous méritez de ne pas avoir à choisir entre la santé de Margot et vos finances. Et parce que... » Il s'interrompit, troublé par la violence de ses propres sentiments. « Parce que c'est ce qu'il faut faire !» Margot fut la première à retrouver sa voix. « Il y a forcément un piège. Les gens comme vous ne font pas de cadeaux aux gens comme nous. » Margot, Camille était scandalisée par la rudesse de sa sœur. « Non, elle a raison d'être méfiante, » dit Étienne. « Dans mon monde, tout a un prix, mais parfois, il faut savoir sortir de son monde. » Il se leva, sentant qu'il avait besoin de partir pour laisser les 2 sœurs digérer sa proposition. « Réfléchissez, » dit-il en se dirigeant vers la porte. « Vous avez mon numéro de portable. »« Docteur ?» l'appela Camille, alors qu'il avait la main sur la poignée. « Oui ? Merci. Même si nous refusons, merci d'avoir proposé. » Étienne hocha la tête et sortit, le cœur plus lourd qu'il ne l'avait jamais été.
Dans l'escalier, il entendit les deux sœurs commencer à discuter à voix basse. Il savait qu'il venait de franchir une ligne invisible, mais pour la première fois depuis des années, il avait l'impression d'avoir fait quelque chose de vraiment important. 3 jours passèrent sans nouvelles de Camille. Étienne se surprenait à regarder son téléphone toutes les heures, espérant un message qui ne venait pas. Il multipliait les passages devant la bibliothèque de l'hôpital, mais elle semblait l'éviter soigneusement. Quand il la croisait dans les couloirs, elle le saluait poliment avant de disparaître aussitôt. Ce jeudi matin, n'y tenant plus, il poussa la porte de la bibliothèque. Camille était là, seule, rangeant des livres avec des gestes mécaniques. Elle leva les yeux vers lui, et il vit qu'elle avait pleuré. « Camille, qu'est-ce qui se passe ?» Elle détourna le regard. « Rien, tout va bien. »« Non, tout ne va pas bien. » Il s'approcha d'elle. « C'est Margot ?» Camille s'effondra littéralement. Les larmes qu'elle retenait depuis des jours coulèrent enfin librement. Étienne n'hésita qu'une seconde avant de la prendre dans ses bras. Elle se laissa aller contre lui, et il sentit sa détresse se mélanger à la sienne. « Elle a fait un malaise hier soir », murmura Camille contre son épaule. « Les urgences l'ont gardée en observation. Docteur Moreau dit qu'il faut accélérer les examens. Mais les délais... Où est-elle maintenant ?»« Chambre 204, service cardiologie. » Camille se redressa, essuyant ses yeux. « Je suis désolé, je ne sais pas ce qui m'a pris. Ne vous excusez pas. » Étienne lui tendit son mouchoir. « Vous avez réfléchi à ma proposition ? C'est justement le problème. » Camille se laissa tomber dans un fauteuil. Margot refuse catégoriquement. Elle dit qu'elle ne veut pas de votre pitié, que nous ne sommes pas des œuvres de charité. Et moi ? Et vous ? Je ne sais plus quoi penser. Elle leva vers lui des yeux rougis. Et qui êtes-vous vraiment, Étienne Marchand ? Un sauveur ? Un homme qui se donne bonne conscience ? Quelqu'un qui s'ennuie et trouve amusant de jouer avec la vie des petites gens ? La brutalité de la question le gifla. Vous pensez vraiment que je joue ? Je ne sais pas. Camille se leva, agitée. Tout ça me dépasse. Il y a 15 jours, je ne vous connaissais pas. Et maintenant, vous débarquez dans notre vie et vous voulez nous offrir ce dont nous rêvons depuis des années ? Pardonnez-moi d'être méfiante. Étienne comprit soudain que sa proposition, loin de les soulager, avait créé un nouveau dilemme insupportable pour les deux sœurs, l'espoir et la peur de l'espoir. « Camille, » dit-il doucement, « je vais vous dire quelque chose que je n'ai jamais dit à personne. » Elle s'arrêta de faire les 100 pas et le regarda. « J'ai perdu ma mère quand j'avais 12 ans, cancer du pancréas. » Sa voix se brisa légèrement. Mon père avait les moyens de lui offrir les meilleurs soins du monde. Cliniques suisses, traitements expérimentaux américains, sommités médicales internationales. Il a dépensé une fortune. Camille retint son souffle. Elle est morte quand même. Et vous savez ce que j'ai pensé pendant des années ? Que l'argent ne servait à rien face à la maladie, que nous étions tous égaux devant la mort. Il s'assit lourdement. Et puis j'ai grandi. J'ai fait médecine, j'ai vu mourir des gens qui auraient pu être sauvés s'ils avaient eu de l'argent. Et j'ai compris que mon père avait eu raison d'essayer. Même si ça n'a pas marché pour maman, il fallait essayer. Camille s'assit en face de lui, bouleversée par cette confidence. Quand j'ai examiné Margot, j'ai vu ma mère. La même détermination à protéger sa famille, la même peur dans le regard, la même dignité dans la souffrance. Et j'ai eu envie, pour une fois dans ma vie, d'utiliser mes privilèges pour quelque chose de bien. Étienne, je ne vous demande pas de me faire confiance par charité, Camille. Je vous demande de me laisser réparer une injustice. Votre sœur mérite de vivre. Vous méritez de ne pas la voir mourir faute de moyens. Et moi, il la regarda droit dans les yeux. J'ai besoin de faire ça pour retrouver l'homme que j'étais avant de devenir celui que je suis. Le silence s'étira entre eux, chargé d'émotions à vif. Camille voyait dans les yeux d'Étienne une vulnérabilité qu'il cachait habituellement derrière son masque professionnel. Et si Margot continue à refuser, alors je respecterai sa décision. Mais laissez-moi au moins lui expliquer que ce n'est pas de la pitié, c'est de l'amitié. De l'amitié ? Camille le regarda avec surprise. Vous ne vous en rendez pas compte, mais vous m'avez sauvé, Camille. Avant de vous rencontrer, j'étais en train de mourir à petit feu dans ma vie dorée. Vous m'avez rappelé pourquoi je vivais. Camille sentit son cœur se serrer. Cet homme puissant et inaccessible était-il vraiment en train de lui avouer qu'elle comptait pour lui ? Allons voir Margot,
dit-elle finalement, mais c'est elle qui décidera. Ils quittèrent la bibliothèque ensemble et se dirigèrent vers le service de cardiologie. Dans l'ascenseur, leurs mains se frôlèrent par accident et aucun des deux ne s'écarta. Un courant électrique passa entre eux, ténu, mais indéniable. « Camille !» dit Étienne juste avant que les portes ne s'ouvrent. « Oui ? Quoi qu'il arrive, je veux que vous sachiez que ces dernières semaines ont été les plus vraies de ma vie. » Camille le regarda, le cœur battant. « Moi aussi », murmura-t-elle. Les portes s'ouvrirent sur le couloir du service de cardiologie. Ils ne savaient pas encore que leur conversation avait été entendue par quelqu'un qui allait tout faire pour séparer ce qui venait de naître entre eux. Docteur Sophie de Brissac, la belle-mère d'Étienne, se tenait au bout du couloir, ayant assisté à toute la scène depuis la fenêtre de la salle d'attente. Son visage aristocratique était durci par la colère et la détermination. Il était temps de rappeler à son beau-fils ses obligations familiales et sociales. Cette idylle champêtre avait assez duré. Elle sortit son téléphone et composa un numéro. « Héloïse, c'est Sophie. Il faut que nous parlions. Ton futur mari s'égare, ma chère, mais ne t'inquiète pas, je vais arranger ça. » Dans la chambre 204, Margot allait prendre la décision la plus importante de sa vie. Mais elle ne savait pas encore que d'autres personnes avaient déjà décidé de son sort et de celui de sa sœur. Margot était assise dans son lit d'hôpital, plus pâle que d'habitude, mais avec cette étincelle de détermination qui la caractérisait. Quand Camille et Étienne entrèrent dans la chambre, elle leva les yeux de son livre avec un sourire ironique. « Tiens, voilà le comité de sauvetage, » dit-elle. « Camille m'a dit que vous vouliez me parler, docteur. » Étienne approcha une chaise du lit. « Margot, je voudrais que vous compreniez quelque chose. Ma proposition n'a rien à voir avec la charité. »« Ah non, et avec quoi alors ? » ?»« Avec l'amitié. » Il chercha ses mots. « Votre sœur m'a ouvert les yeux sur ce que j'étais en train de devenir. Quelqu'un de froid, de déconnecté, qui soignait des dossiers médicaux plutôt que des êtres humains. Elle m'a rappelé pourquoi j'étais devenu médecin. » Margot l'observait attentivement. « Et en échange, vous voulez réparer mon cœur ? En échange, je voudrais avoir l'honneur de vous aider. » « L'honneur ?» Margot éclata d'un rire sans joie. « Vous parlez comme dans les romans de Camille. »« Margot, s'il te plaît !» intervint doucement Camille. « Écoute-le au moins. »« D'accord. » Margot croisa les bras. « Expliquez-moi pourquoi un chirurgien milliardaire s'intéresse soudain au sort de deux petites provinciales sans le sou. » Étienne prit une grande inspiration. « Parce que je suis tombé amoureux de votre sœur. » Le silence qui suivit cette déclaration fut assourdissant. Camille devint écarlate, Margot écarquilla les yeux, et Étienne réalisa qu'il venait d'avouer quelque chose qu'il ne s'était même pas encore avoué à lui-même. « Oh !» murmura Margot au bout d'un moment. « Eh bien, au moins, c'est honnête. »« Étienne !» commença Camille, mais sa voix se brisa. « Je sais que c'est compliqué, » reprit Étienne, le cœur battant. « Je sais que nous venons de mondes différents. Mais ce que je ressens pour vous, Camille, c'est la chose la plus vraie qui me soit arrivée depuis des années. » Margot regarda tour à tour sa sœur et Étienne. « Et qu'est-ce que vous voulez exactement ? Que Camille devienne votre maîtresse cachée ? Votre petit secret de province ?»« Margot !» protesta Camille. « Non, elle a raison de poser la question, » dit Étienne. « Et la réponse est non. Je ne veux rien cacher. Si Camille accepte de me donner une chance, je suis prêt à affronter tous les obstacles, y compris ma famille. Votre famille qui veut vous marier à une héritière, c'est ça ? » Margot avait fait ses recherches. « J'ai lu les journaux People, docteur. Vous êtes fiancé à Héloïse Dufort, fille du ministre. » Étienne sursauta. « Comment savez-vous ça ? » « Internet, mon cher. Même les pauvres ont accès à Google. » Margot lui montra son téléphone. « Regardez, le beau parti Étienne Marchand, bientôt marié ? C'était dans Gala la semaine dernière. » Camille devint livide. « Vous êtes fiancé ? » ?»« Non ! Enfin, c'est compliqué. » Étienne se passa la main dans les cheveux. « Ma belle-mère pousse pour ce mariage, mais je n'ai jamais dit oui. Je ne l'ai même jamais rencontrée, cette Héloïse. »« Mais vous ne l'avez jamais refusée non plus, » observa sèchement Margot. Étienne accusa le coup. « Vous avez raison. J'ai laissé faire parce que ça m'était égal, jusqu'à maintenant. »« Et maintenant ?» demanda Camille d'une voix étranglée. « Maintenant, je vais leur dire non.
Définitivement. Un coup sec à la porte interrompit leur conversation. Une femme élégante entra sans attendre de réponse. La cinquantaine aristocratique, vêtue d'un tailleur Chanel et chaussée d'escarpins Louboutin, elle détonnait complètement dans l'environnement hospitalier modeste. « Étienne, mon chéri, dit-elle d'une voix mielleuse, j'ai eu un mal fou à te trouver. » Le sang d'Étienne se glaça. « Sophie, qu'est-ce que tu fais ici? Je venais voir comment se passait ta mission philanthropique. » Son regard balaya dédaigneusement la chambre avant de se poser sur Camille et Margot. « Et je vois que tu t'es fait des amis. » Sophie de Brissac, se présenta-t-elle avec un sourire glacial, belle-mère d'Étienne. « Et vous êtes Camille Fournier, » répondit Camille en se levant, intimidée malgré elle. « Ah, la bibliothécaire !» Sophie la toisa de la tête aux pieds. « Étienne m'a parlé de vous, comme c'est touchant. » « Sophie, ça suffit, » intervint Étienne sentant la menace. « Ça suffit quoi, mon chéri? Je fais juste connaissance avec tes protégés. » Elle se tourna vers Margot. « Et vous devez être la petite malade? Mon pauvre enfant, vous avez vraiment une mine épouvantable. » Margot serra les poings. « Et vous avez vraiment des manières épouvantables. » Sophie haussa un sourcil. « De l'impertinence, comme c'est rafraîchissant. »« Sophie, sors d'ici, » dit Étienne d'une voix dangereusement calme. « Oh, mais je ne fais que passer. » Sophie sortit une enveloppe de son sac. « Je t'apporte des nouvelles de Paris. Héloïse a hâte de te revoir. Son père organise une réception demain soir en ton honneur. Tout le gratin parisien sera là. Je ne viendrai pas. » « Bien sûr que si. » Le ton de Sophie se durcit. « Tu as des obligations, Étienne. Envers ta famille, envers tes associés, envers l'avenir du groupe marchand. Et si je refuse ?» Sophie sourit cruellement. « Ce serait dommage, surtout pour les budgets de certains hôpitaux publics. Le groupe marchand finance beaucoup de projets sociaux, tu sais, comme cette charmante aile de réhabilitation cardiaque, par exemple. » La menace était claire. Camille sentit son estomac se nouer. Margot ferma les yeux, comprenant que leur conte de fées venait de prendre fin. « Ah ah, vous êtes ignoble, » murmura Camille. « Je suis réaliste, ma chère enfant. » Sophie remit l'enveloppe dans son sac. « Étienne, la voiture t'attend en bas. Nous rentrons à Lyon. »« Je ne viens pas. »« Si, tu viens. » Sophie se dirigea vers la porte. « Parce que sinon, le financement de tous les projets philanthropiques du groupe sera revu à la baisse. Et ça, ton grand cœur ne pourra pas le supporter. » Elle sortit, laissant derrière elle un silence pesant. « Maï, partez !» dit Margot d'une voix éteinte. « Margot, partez !» cria-t-elle. « Vous avez entendu votre belle-mère, vous avez des obligations, et nous ne sommes que des complications. » Étienne regarda Camille, le cœur brisé. « Je vais trouver une solution. »« Non !» dit Camille en évitant son regard. « Sophie a raison, nous ne vivons pas dans le même monde. J'ai été naïve de croire que... »« Camille, s'il vous plaît, allez-vous-en, » murmura-t-elle, « et n'y pensez plus. Nous nous débrouillerons, comme nous l'avons toujours fait. » Étienne sortit de la chambre, le cœur en miettes. Dans le couloir, Sophie l'attendait avec un sourire triomphant. « Tu vois, ce n'était pas si difficile. Maintenant, rentrons à la maison. Tu as un mariage à préparer. » L'hôtel particulier des Marchands dans le 7e arrondissement de Lyon n'avait pas changé depuis l'enfance d'Étienne. Même meuble Louis XVI, même tableau de maître, même atmosphère glaciale qui donnait l'impression de vivre dans un musée. Étienne se tenait debout devant la fenêtre de son ancien bureau, regardant, sans la voir, la cour pavée où il avait joué enfant. Il n'avait pas dit un mot pendant tout le voyage de retour. Sophie avait respecté son silence, satisfaite d'avoir repris le contrôle de la situation. Maintenant, elle se tenait derrière lui, sirotant un thé Earl Grey dans une tasse en porcelaine de Sèvres. « Tu boudes, mon chéri !» dit-elle d'un ton faussement maternel. Étienne ne répondit pas. Il pensait à Camille, à ses yeux noisettes quand elle lui avait dit de partir, à Margot, si courageuse dans son lit d'hôpital, à cette vie simple et vraie qu'il avait entrevue pendant quelques semaines. « Héloïse arrive demain, » continua Sophie. « Elle est ravissante, tu verras. Diplômée de Sciences Po polyglotte, excellente cavalière, le parti idéal pour un homme de ton rang. »« Mon rang, » répéta Étienne amèrement. « Qu'est-ce que ça veut dire exactement, Sophie ? Ça veut dire que tu as des responsabilités.
envers ta famille, envers tes employés, envers ta classe sociale. Tu ne peux pas tout gâcher pour une passade. Étienne se retourna enfin. Une passade? Vous ne comprenez rien. Au contraire, je comprends très bien. Sophie posa sa tasse. Tu es en pleine crise de la quarantaine. C'est classique chez les hommes de pouvoir. Tu as eu envie de jouer au sauveur avec une petite provinciale. Mais maintenant, il faut revenir à la réalité. La réalité? Étienne éclata d'un rire sans joie. Vous voulez parler de cette vie vide que je mène? De ces dîners mondains où personne ne dit jamais ce qu'il pense vraiment? De ce mariage arrangé avec une femme que je ne connais même pas? Je parle de ta position dans la société. Du groupe marchand qui emploie 15 000 personnes, de l'héritage de ton père que tu dois préserver. Étienne s'affala dans le fauteuil de cuir anglais qui avait été celui de son père. Papa n'aurait jamais voulu que j'épouse quelqu'un par obligation. Ton père a épousé ta mère pour consolider l'alliance entre les groupes marchands et Dubois. Et ils ont été très heureux ensemble. Maman est morte, Sophie. Elle ne peut plus être heureuse avec personne. Le silence tomba entre eux. Sophie savait qu'elle touchait là un point sensible. La mort de Catherine Marchand avait brisé quelque chose chez Étienne, quelque chose qui ne s'était jamais vraiment réparé. Ta mère aurait voulu ton bonheur, bien sûr, reprit Sophie plus doucement. Mais elle aurait aussi voulu que tu assumes tes responsabilités. Elle était très attachée aux traditions familiales. Étienne ferma les yeux. Sa mère lui manquait cruellement en cet instant. Catherine Marchand avait été la seule personne à vraiment le comprendre, à voir l'homme sensible derrière l'héritier. « Marc va venir dîner ce soir », annonça Sophie. « Il faut que vous parliez de l'avenir du groupe. Avec ton mariage, vous pourrez enfin vous lancer dans de nouveaux projets. Et si je refuse ce mariage ?» Sophie sourit froidement. « Tu ne refuseras pas, parce que tu sais ce que ça impliquerait. Éclairez-moi, la fin de tous nos programmes sociaux. Plus de financement pour les hôpitaux publics, plus de bourses d'études pour les étudiants en médecine issus de milieux modestes, plus de cliniques gratuites dans les quartiers défavorisés. » Sophie se leva. « Dis-moi, Étienne, combien de Margot Fournier pourrais-tu sauver avec l'argent que nous donnons chaque année aux œuvres ?» Le coup porta. Étienne savait qu'elle avait raison. Le groupe marchand finançait effectivement de nombreux projets sociaux. Son refus d'épouser Héloïse Dufort et donc de s'allier avec la famille du ministre de la Santé compromettrait tous ses programmes. « Vous êtes diabolique », murmura-t-il. « Je suis réaliste, et j'ai appris que pour faire le bien, il faut parfois accepter de faire des sacrifices personnels. » Sophie sortit du bureau, laissant Étienne seul avec ses démons. Il sortit son téléphone et regarda le numéro de Camille. Plusieurs fois, il commença à taper un message, puis l'effaça. Que pouvait-il lui dire? Qu'il l'aimait mais qu'il allait en épouser une autre, que son bonheur valait moins que l'avenir de milliers de patients anonymes? Le téléphone sonna. Marc. « Salut, vieux. Sophie m'a dit que tu étais rentré. Comment s'est passé ton séjour à Clermont-Ferrand? »« Instructif, » répondit Étienne laconiquement. « Sophie semble penser que tu as eu, comment dire, des distractions. Sophie se mêle de ce qui ne la regarde pas. Étienne, écoute-moi. » La voix de Marc devint sérieuse. « Je te connais depuis l'enfance. Je t'ai vu avec toutes tes petites amies, et jamais tu n'as eu l'air aussi perturbé. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas ?» Étienne hésita. Marc était son seul véritable ami, le seul en qui il pouvait avoir confiance. « J'ai rencontré quelqu'un, » admit-il finalement. « Et c'est compliqué. À cause du projet de mariage avec la fille Dufort, entre autres. » Marc soupira. « Tu sais, ce mariage n'est pas encore officiel. Tu peux encore reculer. Sophie dit que ça compromettrait tous nos programmes sociaux. Sophie dit beaucoup de choses. » Marc marqua une pause. « Étienne, est-ce que tu aimes cette femme ?» La question directe le prit au dépourvu. « Oui, je crois que oui. Alors bats-toi pour elle. Et nos responsabilités? L'avenir du groupe? Le groupe survivra. Il y a d'autres moyens de financer nos programmes sociaux. Mais toi, tu ne survivras pas à un mariage sans amour. Je t'ai déjà vu sombrer après la mort de ta mère. Ne me refais pas ça. » Étienne sentit une bouffée d'espoir renaître en lui. « Tu crois vraiment que c'est possible? Je crois qu'il faut essayer. Comment s'appelle-t-elle? » Camille. Camille Fournier. Et qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Elle est bibliothécaire bénévole dans un hôpital public.
Marc éclata de rire. Évidemment, tu ne pouvais pas tomber amoureux d'une héritière, toi. Il fallait que tu choisisses la femme la plus éloignée possible de notre monde. Malgré sa tristesse, Étienne sourit. Elle est extraordinaire, Marc. Elle m'a fait redécouvrir qui j'étais vraiment. Alors, ne la laisse pas partir. C'est déjà fait. Sophie a tout gâché. Et maintenant, Camille ne veut plus me voir. Dans ce cas, il va falloir que tu sois très convaincant pour la récupérer. Après avoir raccroché, Étienne resta longtemps immobile dans le bureau de son père. Sur le mur, un portrait de ses parents le regardait. Catherine et Henri Marchand, si élégants, si dignes, si amoureux. Ils avaient peut-être eu un mariage arrangé au départ, mais ils avaient dû finir par s'aimer passionnément. Mais lui, il aimait déjà. Et il était en train de laisser cet amour lui échapper. Il prit sa décision. Le salon privé du restaurant Le Meurice scintillait de 1000 feux. Cristal de baccarat, argenterie ancienne, orchidées rares. Tout avait été orchestré par Sophie pour impressionner la famille Dufort. Étienne, sanglé dans un smoking sur mesure, se tenait près de la fenêtre en observant les derniers préparatifs avec un détachement inquiétant. « Étienne, mon chéri !» La voix cristalline résonna dans le salon. Il se retourna et vit s'avancer vers lui une jeune femme d'une beauté parfaite. Héloïse Dufort était exactement ce qu'on attendait d'elle. Blonde, mince, élégante, avec ce sourire éclatant que donnent les meilleures écoles privées et les vacances à Saint-Tropez. Elle portait une robe Dior qui valait probablement plus que le salaire annuel de Camille. « Héloïse, dit-il poliment en lui baisant la main, vous êtes ravissante. »« Merci, » elle gloussa comme une collégienne. « Papa m'a dit que vous étiez en mission humanitaire en province. Comme c'est noble, mais vous devez être ravi d'être rentré dans la civilisation. » Étienne se figea. La civilisation. Si elle savait à quel point il se sentait plus civilisé dans le petit café de Clermont-Ferrand qu'ici, au milieu de tout ce luxe artificiel. « En effet, » répondit-il évasivement. Le ministre Dufort s'approcha, accompagné de Sophie qui rayonnait de satisfaction. « Alors, les jeunes gens, vous faites connaissance ? Excellent. Étienne, ma fille me dit que vous êtes un chirurgien remarquable. Il est surtout un parti remarquable, intervint Sophie avec son sourire de prédateur. N'est-ce pas, Héloïse ? La jeune femme rougit délicatement. Oh, Sophie, vous me gênez. Étienne les observait tous les trois avec une sensation grandissante d'irréalité. Ces gens parlèrent de lui comme d'un objet, d'un placement financier. Personne ne s'intéressait à ce qu'il pensait, à ce qu'il ressentait. « Mesdames et messieurs, le dîner est servi », annonça le maître d'hôtel. Pendant le repas, Étienne écouta d'une oreille distraite les conversations sur les derniers potins mondains, les projets d'investissement, les vacances prévues dans la propriété des Dufort en Toscane. Héloïse papillonnait d'un sujet à l'autre, avec une superficialité qui lui donnait mal au crâne. « Et vous, Étienne, qu'aimez-vous faire pendant vos loisirs ?» demanda-t-elle en battant des cils. « Lire, » répondit-il. « Oh, moi aussi, j'adore les magazines de mode et les people. D'ailleurs, j'ai vu dans Gala que vous étiez très mystérieux sur votre vie privée. C'est tellement sexy, un homme secret. » Étienne pensa à Camille, qui lisait Catherine Mansfield et Baudelaire, qui parlait littérature avec passion et trouvait de la beauté dans les mots les plus simples. « Et la musique ?» continua Héloïse. « J'espère que vous aimez danser. Papa organise des soirées merveilleuses dans notre château de Normandie. »« J'aime le silence, » répondit Étienne, ce qui jeta un froid momentané. Sophie intervint rapidement. « Étienne est fatigué par son séjour en province. N'est-ce pas, mon chéri ?» Le ministre Dufort leva son verre. « Mes amis, je porte un toast à cette merveilleuse soirée et à l'avenir prometteur de nos deux familles. » Tout le monde leva son verre. Étienne regarda le champagne pétiller dans le cristal et pensa aux tasses dépareillées de l'appartement de Camille, au rire de Margot, à la simplicité authentique de ces moments partagés. « Étienne ?» Héloïse le regardait avec expectative. « Vous ne buvez pas ?» Il leva machinalement son verre, mais au moment de porter le toast, quelque chose se brisa en lui. Il reposa le verre sur la table avec un bruit sec. « Excusez-moi, » dit-il en se levant. « Il faut que je passe un coup de téléphone urgent.
Il sortit du salon sous les regards surpris et se dirigea vers le balcon. L'air frais de Lyon lui fit du bien. Il sortit son téléphone et composa le numéro de Camille. Ça sonna dans le vide. Puis il essaya l'hôpital. De centre hospitalier de Clermont-Ferrand, bonsoir. Bonsoir, pourriez-vous me passer le service de cardiologie? Un instant, s'il vous plaît. Service de cardiologie, garde de nuit. Bonsoir, docteur Marchand à l'appareil. Pourriez-vous me donner des nouvelles de mademoiselle Margot Fournier, chambre 204? Docteur Marchand? La voix de l'infirmière se fit inquiète. Nous avons essayé de vous joindre cet après-midi. L'état de mademoiselle Fournier s'est aggravé. Elle a fait un œdème aigu du poumon. Docteur Moreau a dit qu'il fallait l'opérer en urgence, mais... Le sang d'Étienne se glaça. Mais quoi? Les délais, docteur. Le bloc n'est libre que dans 15 jours, et franchement, je ne suis pas sûr qu'elle tiendra jusque-là. Étienne ferma les yeux. 15 jours. Dans sa clinique de Lyon, Margot aurait été opérée dans les 2 heures. Où est sa sœur? Elle ne quitte plus l'hôpital. Elle dort dans la salle d'attente. Elle espérait que vous... L'infirmière s'interrompit. « Pardon, docteur, ce ne sont pas mes affaires. »« Merci, » dit Étienne avant de raccrocher. Il resta un long moment accoudé au balcon, regardant les lumières de Lyon scintiller en contrebas. Quelque part là-bas, dans sa clinique rutilante, des blocs opératoires vides attendaient le lendemain. Et à 300 kilomètres de là, Margot se mourait faute de pouvoir y accéder. « Étienne » Sophie l'avait rejoint sur le balcon. « Qu'est-ce que tu fais ?» Les Dufort se demandent si tu te sens bien. « Sophie, j'ai une question. Je t'écoute. Si je refuse ce mariage, vous coupez vraiment tous nos financements sociaux ?» Sophie hésita. « Étienne, répondez-moi. Le conseil d'administration ne sera pas content. Il faudra justifier. Ce n'est pas ce que je vous demande. Je vous demande si vous, personnellement, vous saboteriez nos programmes par vengeance. » Sophie le regarda longuement. « Tu tiens vraiment à cette fille ? Plus que tout. Et tu es prêt à renoncer à tout ça ?» Elle désigna le salon où résonnaient les rires cristallins d'Héloïse. « À ta position sociale, à tes facilités, à ton avenir tout tracé ? Si c'est le prix à payer pour être enfin moi-même, oui. » Sophie soupira. « Tu es exactement comme ta mère, entêtée et idéaliste. Maman aurait fait quoi à ma place? Ta mère ?» Sophie sourit avec une tendresse inattendue. « Ah, ta mère m'aurait probablement giflé pour t'avoir fait du chantage, et elle aurait eu raison. » Étienne la regarda avec surprise. « Sophie, va-y, dit-elle doucement. Va sauver ta Margot et récupérer ta Camille. Mais dépêche-toi, parce que je ne pourrai pas retenir les Dufort très longtemps. Et les programmes sociaux. On trouvera autre chose. Marc a raison, il y a toujours des solutions. » Elle posa une main sur son bras. « Mais une femme comme celle que tu décris, ça ne se retrouve qu'une fois dans une vie. » Étienne embrassa impulsivement sa belle-mère sur la joue. « Merci, Sophie. Ne me remercie pas. Contente-toi d'être heureux. C'est ce que ta mère aurait voulu. » Étienne était déjà parti, courant vers l'ascenseur, son téléphone déjà collé à l'oreille. « Marc, c'est moi. Prépare le bloc 3 de la clinique. J'arrive avec une patiente en urgence. Tétralogie de Fallot compliquée. Et Marc, appelle les meilleurs. Cette intervention doit être parfaite. » Dans le salon du Meurice, Sophie retourna vers les Dufort avec son plus beau sourire. « Je crains que mon beau-fils ait eu une urgence médicale, » annonça-t-elle avec un aplomb parfait. « Vous savez ce que c'est, le métier de médecin? L'ambulance du SAMU filait dans la nuit, sur l'autoroute A89, toute sirène hurlante. À l'arrière, Margot gisait sous perfusion, son visage d'une pâleur terrifiante, contrastant avec l'oxygène qui sifflait dans le masque posé sur son nez. Camille lui tenait la main, murmurant des mots d'encouragement que sa sœur n'entendait plus. « Comment va-t-elle » demanda Étienne au médecin urgentiste qui surveillait les constantes. « Stable pour l'instant, mais critique. L'œdème progresse. Il faut qu'on arrive rapidement. » Étienne avait déboulé à l'hôpital de Clermont-Ferrand comme un homme possédé. Il avait trouvé Camille effondrée dans la salle d'attente, les yeux rougis par les larmes et l'épuisement. Quand elle l'avait vue, elle avait d'abord eu un mouvement de recul. « Qu'est-ce que vous faites là ? » « Je viens chercher Margot. »« Pourquoi faire ?» Sa voix était pleine d'amertume. « Vous n'avez pas un mariage à préparer ?» Étienne s'était agenouillé devant elle. « Camille, écoutez-moi.
Je me fiche de ce mariage. Je me fiche de ma famille, de mes obligations, de ma position sociale. Tout ce qui compte, c'est vous, vous et Margot. Ne dites pas ça. Camille avait détourné le regard. Votre belle-mère avait raison. Nous ne vivons pas dans le même monde. Alors, changeons de monde, construisons-en un nouveau, rien que pour nous. Docteur Moreau était arrivé à ce moment-là, l'air grave. Mademoiselle Fournier, l'état de votre sœur s'aggrave. Il faut l'opérer de toute urgence, mais vous n'avez pas de bloc libre avant 15 jours, avait complété Étienne. Je sais, c'est pour ça que je suis là. Il s'était tourné vers Camille. Ma clinique de Lyon est prête. Les meilleurs chirurgiens m'attendent. Nous pouvons sauver Margot, si vous me faites confiance. Camille avait regardé tour à tour Étienne et docteur Moreau. Et si je refuse, alors je respecterai votre décision. Mais Margot mourra peut-être par fierté mal placée. Ce n'est pas de la fierté, avait explosé Camille, c'est de la peur. Peur de vous devoir quelque chose. Peur que vous disparaissiez de nos vies après avoir joué les sauveurs. Peur de tomber amoureuse d'un homme qui ne pourra jamais vraiment être à moi. Étienne avait pris ses mains dans les siennes. Camille, je vous aime comme je n'ai jamais aimé personne. Et si vous me laissez sauver Margot, je passerai le reste de ma vie à vous le prouver. Maintenant, dans l'ambulance qui fonçait vers Lyon, Camille observait Étienne penché sur sa sœur. Il avait troqué son smoking contre une blouse médicale et redevenait le chirurgien qu'il était, concentré, déterminé, rassurant. « Margot » murmura Camille. « Tu m'entends » Les paupières de Margot papillonnèrent. « Camille, je suis là. Nous allons à Lyon. Étienne va t'opérer. » Un faible sourire étira les lèvres de Margot. « Je savais bien qu'il reviendrait, ce prince charmant. Garde tes forces, » dit doucement Étienne. « Tu vas en avoir besoin. » « Docteur » Margot tourna péniblement la tête vers lui. « Si ça se passe mal, ça ne se passera pas mal. Promettez-moi de prendre soin de Camille. » Étienne croisa le regard de Camille. « Je vous le promets, mais vous allez vous en sortir pour le faire vous-même. » L'ambulance prit la sortie de Lyon. Les tours de la Part-Dieu se dressaient dans la nuit comme des gardiens lumineux. Quelques minutes plus tard, ils arrivaient devant la clinique Marchand, un bâtiment ultramoderne tout de verre et d'acier. Marc les attendait à l'entrée avec une équipe d'urgence. « Bloc 3 paré, Étienne. J'ai appelé Dubois et le maire, les meilleurs. Merci. » Étienne se tourna vers Camille, tandis qu'on transférait Margot sur un brancard de la clinique. « Camille, vous ne pouvez pas venir au bloc, mais il y a une salle d'attente au 3e étage. Combien de temps ? 4 à 6 heures, peut-être plus. » Camille hocha la tête, essayant de ne pas montrer sa peur. L'équipe médicale emmena Margot vers les ascenseurs. Avant de disparaître, Étienne revint vers Camille. « Qu'est-ce que vous faites » demanda-t-elle. « Ça » dit-il simplement, et il l'embrassa. Un baiser désespéré, plein d'amour et de promesses. Quand ils se séparèrent, Camille avait les larmes aux yeux. « Sauvez-la » murmura-t-elle. « Je vous la ramènerai » promit Étienne avant de courir vers l'ascenseur. Camille se retrouva seule dans le hall de marbre blanc de la clinique. Tout était luxueux, silencieux, parfaitement organisé, si différent de l'agitation bienveillante de l'hôpital public de Clermont-Ferrand. Elle monta au 3e étage et trouva la salle d'attente. Fauteuil de cuir, magazine de luxe, machine à café haut de gamme. Elle s'assit et attendit. Au bloc opératoire, Étienne et son équipe préparaient l'intervention. Margot était endormie, intubée, reliée à une multitude d'appareils qui surveillaient ses moindres fonctions vitales. « État du patient » demanda Étienne en enfilant ses gants stériles. « Stable mais critique » répondit l'anesthésiste. « Nous devons faire vite. »« Très bien. » Étienne prit une profonde inspiration. « Messieurs, cette jeune femme a 24 ans et toute la vie devant elle. Elle a une sœur en bas qui l'aime plus que tout au monde. Et moi, je leur dois tout. Alors, nous allons faire du travail parfait. » Il prit le bistouri et fit la première incision. Dans la salle d'attente, Camille regardait sa montre toutes les 5 minutes. Minuit, 1 heure du matin, 2 heures. Le temps semblait s'être arrêté. « Mademoiselle » Elle leva les yeux. Une femme élégante s'approchait d'elle. La cinquantaine, très chic, avec ce port altier qui caractérisait l'aristocratie française. « Sophie de Brissac » se présenta la femme. «
Nous nous sommes croisés à l'hôpital. Camille se raidit. Madame, puis-je m'asseoir? Camille hocha la tête, méfiante. Sophie s'installa dans le fauteuil voisin avec l'élégance naturelle d'une femme habituée au salon parisien. Comment va votre sœur? Elle est au bloc. Étienne est le meilleur chirurgien que je connaisse. Elle est entre de bonnes mains. Un silence gêné s'installa. Camille ne comprenait pas ce que cette femme faisait là, après l'avoir humiliée quelques jours plus tôt. « Mademoiselle Fournier, » reprit Sophie, « je vous dois des excuses. » Camille la regarda avec surprise. « Des excuses pour mon comportement à l'hôpital. J'ai été brutal. Mais voyez-vous, j'avais peur. » Peur de quoi? Peur qu'Étienne fasse une bêtise. Peur qu'il gâche sa vie pour une... Sophie s'interrompit. « Pardonnez-moi, je recommence. » Elle soupira. « J'aimais beaucoup Catherine, la mère d'Étienne. Elle était ma belle-sœur, mais aussi ma meilleure amie. Quand elle est morte, j'ai promis de veiller sur Étienne, de m'assurer qu'il ne manque de rien, qu'il épouse la bonne personne, qu'il soit heureux. Et vous pensez que je ne suis pas la bonne personne ?» Sophie la regarda longuement. « Je pensais qu'il vous fallait quelqu'un de votre milieu social, quelqu'un qui comprendrait vos codes, vos obligations, quelqu'un qui ne vous ferait pas perdre votre rang. Et maintenant? Maintenant, j'ai vu Étienne ce soir. J'ai vu comment il a tout quitté pour venir sauver votre sœur, comment il vous regarde quand il parle de vous. » Sophie sourit. « Et j'ai compris que Catherine aurait adoré vous avoir pour belle-fille. » Et Camille sentit les larmes monter. « Madame, Sophie, appelez-moi Sophie. » Elle prit la main de Camille. « Et maintenant, racontez-moi tout sur cette sœur qui a réussi à transformer mon beau-fils de glaçon en homme capable d'amour. » Au bloc, Étienne suturait avec une précision millimétrique. L'opération avait duré 5 heures, mais ils avaient réussi. Le cœur de Margot battait normalement. Ses constantes étaient stables. « Parfait », murmura-t-il en retirant ses gants. « Vraiment parfait. » Il monta au 3e étage, épuisé mais heureux. Dans la salle d'attente, il trouva Camille endormie dans son fauteuil, la tête posée sur l'épaule de Sophie, qui lisait un magazine. « Comment va-t-elle » chuchota Sophie. « Elle va s'en sortir » répondit Étienne. « Parfaitement. » Camille ouvrit les yeux à cet instant. « Étienne ? Elle va bien, dit-il, en s'agenouillant devant elle. Margot va bien. » Camille éclata en sanglots de soulagement. Étienne la prit dans ses bras et la serra contre lui. « Merci, » murmura-t-elle contre son cou. « Merci. »« Non, » répondit-il. « Merci à vous. Merci de m'avoir fait redécouvrir qui j'étais vraiment. » Sophie les observait avec un sourire ému. Catherine aurait été fière de son fils. 2 semaines plus tard, Margot était assise dans son lit de la clinique Marchand, entourée de fleurs et de livres. Sa convalescence se déroulait à merveille, et elle avait retrouvé ses couleurs, ainsi que son sourire espiègle. Camille était installée dans le fauteuil à côté d'elle, lui faisant la lecture d'un roman de Jane Austen. « Tu sais, » interrompit Margot, « je commence à m'habituer au luxe. Ces draps en soie, ce service impeccable, ces infirmières qui me traitent comme une princesse, je vais avoir du mal à retourner dans notre petit appartement. » Camille referma le livre. « Margot, ne t'attache pas trop à tout ça. Dès que tu seras rétablie, nous rentrerons à Clermont-Ferrand. » « Et Étienne ?» Camille soupira. Étienne venait la voir tous les jours, lui apportait des livres, s'enquérait de l'état de Margot, mais il n'avait toujours pas parlé de leur avenir. Elle savait qu'il l'aimait, elle savait qu'elle l'aimait aussi, mais elle ne savait pas comment 2 êtres de monde si différents pouvaient construire quelque chose ensemble. « Je ne sais pas, Margot. »« Mais tu l'aimes ?»« Oui, il t'aime, je crois. »« Alors où est le problème ?»« Le problème, c'est que l'amour ne suffit pas toujours. » La porte s'ouvrit sur Étienne, qui apportait un bouquet de pivoine blanche. « Bonjour, mesdemoiselles. Comment va notre patiente préférée ?»« Comme un charme, » répondit Margot avec entrain. « D'ailleurs, j'ai une question pour vous, docteur. Je vous écoute. Quand est-ce que vous allez vous déclarer officiellement à ma sœur ? Parce que cette situation de flirt éternel commence à me taper sur les nerfs. »« Margot !» protesta Camille, écarlate. Étienne éclata de rire. « Votre sœur a le don d'aller droit au but. C'est ma spécialité, » confirma Margot. Alors, Étienne redevint sérieux. « En fait, j'espérais justement pouvoir parler à Camille en privé. »« Parfait !» Margot claqua dans ses mains.
Non, Camille, va te promener avec ce bel homme. Moi, j'ai Sophie qui doit passer me voir. Elle m'apporte les derniers potins de la haute société lyonnaise. C'est passionnant. Camille regarda sa sœur avec stupéfaction. En quelques semaines, Margot était devenue la coqueluche de tout le personnel de la clinique, y compris de Sophie de Brissac, qui l'avait prise sous son aile protectrice. « Allez-y », insista Margot, « et ne revenez pas avant d'avoir réglé vos problèmes d'adultes. » Étienne et Camille sortirent de la chambre et se dirigèrent vers les jardins de la clinique. C'était une belle journée de novembre, douce et ensoleillée. Ils marchèrent en silence le long des allées bordées de roses tardives. « Camille, dit finalement Étienne, il faut que je vous dise quelque chose. » Elle s'arrêta et le regarda. « Je vous écoute. J'ai démissionné de mes fonctions de directeur du groupe Marchand. »« Hein? Quoi ?» Camille le dévisagea avec incrédulité. « Pourquoi ? Parce que je veux une autre vie, une vraie vie. » Il prit ses mains dans les siennes. « Camille, ces dernières semaines m'ont fait comprendre que j'étouffais dans mon existence dorée. Je ne veux plus être ce chirurgien de luxe qui ne voit ses patients que comme des défis techniques. Je veux redevenir médecin, vraiment médecin. Mais votre héritage, votre famille, Marc reprendra la direction du groupe. Il est plus doué que moi pour les affaires. Moi, je veux soigner. » Camille sentit son cœur s'emballer. « Et qu'est-ce que vous comptez faire ?» Étienne sourit et sortit une enveloppe de sa poche. « J'ai reçu ça ce matin. » Camille ouvrit l'enveloppe et lut la lettre qu'elle contenait. C'était une proposition d'embauche du centre hospitalier de Clermont-Ferrand pour un poste de chirurgien cardiaque. « Ils vous offrent un poste de fonctionnaire territorial, avec un salaire modeste et des horaires impossibles. Pas de voiture de fonction, pas de secrétaire particulière, pas de bureau directorial. » Étienne la regarda intensément. « Qu'est-ce que vous en pensez ?» Camille était bouleversée. « Vous feriez ça. Vous renonceriez à tout pour vous, pour nous, pour cette vie vraie que vous m'avez fait entrevoir. Et Étienne, vous ne pouvez pas abandonner votre monde pour moi. Et si vous le regrettiez, et si vous m'en vouliez un jour, Camille, regardez-moi. » Il prit son visage entre ses mains. « Je ne renonce à rien. Je choisis l'amour plutôt que l'argent. Je choisis la vérité plutôt que les apparences. Je choisis la femme que j'aime plutôt que celle qu'on veut m'imposer. Mais nous sommes si différents. Nous étions différents. Maintenant, nous nous ressemblons. Nous voulons les mêmes choses. Aider les autres, construire quelque chose de beau ensemble, fonder une famille. » « Une famille ?» Camille le regarda avec surprise. « Oui, une famille. » Étienne mit un genou en terre et sortit un écrin de sa poche. « Camille Fournier, voulez-vous m'épouser ?» Camille regarda l'écrin avec stupéfaction. À l'intérieur, un solitaire étincelait dans la lumière de l'après-midi. « Étienne, je sais que c'est précipité. Je sais que nous nous connaissons depuis peu, mais je sais aussi que je veux passer le reste de ma vie avec vous. Alors, voulez-vous devenir Madame Marchand ?» Camille sentit les larmes couler sur ses joues. « Vous êtes sûr ? Vraiment sûr ? Certain, plus certain de rien au monde. Alors oui, murmura-t-elle. Oui, je veux vous épouser. » Étienne se releva et la fit tournoyer dans ses bras. Puis il l'embrassa avec toute la passion qu'il avait retenue pendant des semaines. « Ah, bravo !» Ils se retournèrent. Sophie, Marc, docteur Moreau et même docteur Létang applaudissaient depuis la terrasse de la clinique. Et derrière eux, dans un fauteuil roulant poussé par une infirmière, Margot rayonnait de bonheur. « Comment ?» commença Camille. « Margot nous a tous appelés, » expliqua Sophie en s'approchant. « Elle était certaine que vous finiriez par vous décider aujourd'hui. Ma sœur connaît mieux que moi, » dit Camille en riant à travers ses larmes. Margot descendit de son fauteuil roulant et serra sa sœur dans ses bras. « Je suis si heureuse pour toi. Et moi donc ?» Sophie embrassa Camille sur les deux joues. « Bienvenue dans la famille, ma chère enfant. » Catherine aurait été folle de joie. Marc serra la main d'Étienne. « Tu as fait le bon choix, vieux. Cette fois, tu as vraiment fait le bon choix. » Docteur Moreau s'approcha à son tour. « Félicitations. Et docteur Marchand, nous serons ravis de vous accueillir dans notre équipe. » Le petit groupe retourna vers la clinique dans la joie et les rires. Camille et Étienne fermaient la marche main dans la main. « Au fait, dit Camille, j'ai quelque chose à vous avouer. »« Quoi donc ?»
J'ai menti sur mon métier. Je ne suis pas bibliothécaire. Étienne s'arrêta net. Comment ça? Je suis institutrice. J'enseigne dans une petite école de Montferrand. Mais depuis l'accident de nos parents, j'ai pris un congé pour m'occuper de Margot. Le bénévolat à la bibliothèque, c'était juste pour rester utile. Étienne la regarda avec tendresse. Une institutrice, évidemment. Vous ne pouviez pas faire un métier ordinaire, vous non plus. Pourquoi? Parce que vous éduquez les enfants. Vous leur donnez les clés de l'avenir. C'est le plus beau métier du monde. Camille sourit. Dans ce cas, j'ai hâte de reprendre. Clermont-Ferrand aura bientôt le meilleur chirurgien cardiaque de France, ET, la plus heureuse institutrice du monde. Et la plus aimée aussi, murmura Étienne en l'embrassant encore. Dans la chambre de Margot, celle-ci regardait par la fenêtre le couple qui s'embrassait dans le jardin. Alors, demanda Sophie en entrant. Satisfaite? Très, répondit Margot. Ma sœur mérite le bonheur. Et lui aussi, d'ailleurs. Et vous? Vous êtes heureuse? Margot se tourna vers Sophie. Plus que je ne l'ai jamais été. Pour la première fois depuis des années, j'ai l'impression d'avoir un avenir, grâce à lui. Grâce à eux, corrigea Sophie. L'amour de votre sœur l'a transformée, et son amour pour elle nous a tous sauvés. Sophie regarda à nouveau par la fenêtre. Étienne et Camille remontaient vers la clinique, radieux. « Vous savez, dit-elle à Margot, j'ai l'impression que cette histoire ne fait que commencer. 6 mois plus tard, le printemps avait transformé Clermont-Ferrand en un écrin de verdure. Les bourgeons éclataient sur les arbres de la place de Jaude, et l'air sentait bon les fleurs de cerisier qui ornaient les jardins de la ville. Dans le petit café Le Petit Grain, Camille corrigeait des cahiers de ses élèves tout en sirotant un thé. Elle avait repris son poste d'institutrice en janvier et retrouvé avec bonheur le contact avec les enfants. « À mademoiselle Camille !» La voix de madame Bergeron la tira de ses corrections. « Votre fiancé arrive !» Camille leva les yeux et sourit en voyant Étienne pousser la porte du café. Il portait un jean et un pull simple, si loin de ses costumes sur mesure d'autrefois, et avait l'air fatigué mais heureux. Ses premiers mois à l'hôpital public avaient été un choc, mais un choc salutaire. « Bonjour, ma belle, » dit-il en l'embrassant. « Ah, comment vont tes petits monstres ? Ils préparent notre mariage avec plus d'enthousiasme que nous. » Camille lui montra les dessins colorés que ses élèves de CE1 avaient réalisés. « Regarde, Lucas t'a dessiné en train d'opérer un cœur géant et Léa a fait notre portrait en mariée avec plein de cœurs partout. » Étienne étudia les dessins avec tendresse. « Ils sont merveilleux. Et comment va Margot ? Elle fait des merveilles. Depuis qu'elle a repris ses études de littérature par correspondance, elle est transformée. Elle parle même de passer le concours pour devenir bibliothécaire professionnelle. Et son cœur? Parfait. Docteur Moreau dit qu'elle n'a jamais été en si bonne forme. » Camille prit la main d'Étienne. « Grâce à vous, grâce à nous, corrigea-t-il. Et parlant de nous, j'ai une surprise. »« Encore ?» Camille rit. « La dernière fois que vous avez dit ça, vous m'avez offert cette bague magnifique. » Étienne sortit une enveloppe de sa poche. « Lisez ça. » Camille ouvrit l'enveloppe et découvrit une lettre officielle. Un agrément? Pourquoi? Pour notre projet. Notre clinique de soins palliatifs pour familles démunies. Le conseil municipal a donné son accord. Nous aurons un bâtiment dans le quartier de Montferrand, près de chez vous. Enfin, chez nous bientôt. Camille écarquilla les yeux. Vraiment? Ils ont accepté? Vraiment? Sophie et Marc ont accepté de financer le projet à travers la Fondation Marchand. Nous aurons 20 lits, une équipe de médecins et d'infirmières. Et, il sourit, un espace bibliothèque dirigé par une certaine Margot Fournier si elle accepte le poste. Camille se jeta dans ses bras. Étienne, c'est merveilleux. Notre rêve devient réalité. Nos rêves, corrigea-t-il en la serrant contre lui. Tous nos rêves. Madame Bergeron s'approcha avec un plateau. Champagne pour les futurs mariés, c'est la maison qui offre. Merci, Madame Bergeron, dit Camille, émue. Vous savez, ce café va me manquer quand nous déménagerons. Déménager? Étienne la regarda avec surprise. Eh bien, maintenant que nous allons nous marier, je suppose que vous voudrez une maison plus grande que mon petit appartement? Étienne prit ses mains dans les siennes. Camille, votre appartement de la rue de la Treille, c'est là que j'ai découvert ce qu'était vraiment un foyer.
C'est là que j'ai compris ce que signifiait l'amour. Nous agrandirons si nécessaire, mais je ne veux pas partir de là. Même si c'est modeste, même si ce n'est pas digne de votre rang, mon rang? Étienne éclata de rire. Mon rang, maintenant? C'est médecin hospitalier avec un salaire de fonctionnaire et une fiancée institutrice. Et je n'ai jamais été aussi fier de mon rang. Camille l'embrassa avec passion sous les applaudissements de Madame Bergeron et des quelques clients du café. « Au fait, » dit Étienne quand ils se séparèrent, « j'ai croisé Sophie ce matin. Elle voulait absolument vous voir pour les derniers préparatifs du mariage. Sophie me fait peur, avoua Camille. Elle a des idées tellement grandioses. Ne vous inquiétez pas. Marc et moi veillons au grain. Cette fois, vous aurez le mariage dont vous rêvez. Simple, authentique, avec les gens que vous aimez. » Ils sortirent du café main dans la main et se dirigèrent vers l'hôpital. Étienne avait encore 2 opérations programmées dans l'après-midi, et Camille voulait passer voir Margot, qui était bénévole à la bibliothèque hospitalière, 3 après-midi par semaine. « Camille, » dit Étienne en s'arrêtant devant l'hôpital, « vous êtes heureuse, vraiment heureuse, plus que je ne l'ai jamais été. Et vous? Moi ?» Étienne regarda le bâtiment modeste de l'hôpital public, si différent de ses cliniques luxueuses. « Il y a 1 an, j'étais le chirurgien le plus réputé de Lyon. Je gagnais plus d'argent en 1 mois que la plupart des gens en 1 année, et j'étais profondément malheureux. Aujourd'hui, je travaille dans un hôpital public avec du matériel vieillissant. Je gagne 10 fois moins qu'avant, et je me lève chaque matin avec l'envie de changer le monde. Avec l'envie de sauver des vies, avec l'envie de rentrer chez moi, retrouver la femme que j'aime. » Il la regarda avec une tendresse infinie. « Camille, vous m'avez sauvé. »« Non, » répondit-elle en posant une main sur sa joue. « Nous nous sommes sauvés mutuellement. » Ils entrèrent dans l'hôpital ensemble. Dans le hall, ils croisèrent Docteur Moreau qui rayonnait. « Ah, nos futurs mariés !» s'exclama-t-il. « Docteur Marchand, j'ai de bonnes nouvelles. Le ministère de la Santé a accepté notre demande de financement pour la nouvelle aile de cardiologie pédiatrique. Grâce à votre réputation et aux recommandations de la Fondation Marchand, nous aurons les fonds. » Étienne serra la main de son confrère. « C'est fantastique. Quand commencent les travaux ? » « Dès cet automne, nous pourrons accueillir des enfants de toute la région dans des conditions optimales. » Camille regardait Étienne avec fierté. En quelques mois, il avait révolutionné le service de cardiologie de l'hôpital, formé de jeunes internes, modernisé les protocoles. Et tout ça avec une humilité et une générosité qui forçaient l'admiration. « Je vais voir Margot, » dit-elle. « Rejoignez-moi quand vous aurez fini vos opérations. »« Bien sûr, et ce soir, dîner romantique chez nous ?»« Chez nous, » répéta Camille avec un sourire. « J'adore quand vous dites ça. » Étienne la regarda s'éloigner vers la bibliothèque avec cette démarche gracieuse qui l'avait séduit dès le premier jour. Dans quelques semaines, elle serait sa femme. Dans quelques mois, ils ouvriraient ensemble leur clinique de soins palliatifs. Dans quelques années, peut-être, ils auraient des enfants qui grandiraient dans ce mélange d'amour et d'engagement qui caractérisait leur histoire. « Docteur Marchand ?» Une infirmière l'interpellait. « Votre premier patient vous attend au bloc. »« J'arrive, » répondit Étienne. Il jeta un dernier regard vers la bibliothèque où Camille avait disparu, puis se dirigea vers les blocs opératoires. Il avait un cœur à réparer, une vie à sauver. Et ce soir, il rentrerait chez lui, retrouver son propre cœur réparé. Pour la première fois de sa vie, Étienne Marchand était exactement où il devait être. 1 an plus tard, par une magnifique journée de juin, la petite église Saint-Pierre de Montferrand résonnait de rires et de conversations joyeuses. Des guirlandes de roses blanches et de lavande ornaient les bancs, et la lumière dorée du soleil auvergnat filtrait à travers les vitraux anciens, créant une atmosphère magique. Camille se tenait devant le miroir de la sacristie, vêtue d'une robe simple mais élégante en dentelle de Calais que Sophie avait insisté pour lui offrir. Margot, radieuse dans sa robe de demoiselle d'honneur rose poudrée, ajustait le voile de sa sœur. « Tu es magnifique », murmura Margot les larmes aux yeux. « Maman et papa auraient été si fiers !» Camille prit la main de sa sœur.
Ils sont là, j'en suis sûr. Ils veillent sur nous. Et maintenant, ils peuvent être tranquilles. Tu as trouvé l'homme de ta vie, et moi j'ai trouvé ma voie. Margot sourit. Directrice de la bibliothèque de la clinique Espoir. Qui l'eût cru? La clinique Espoir avait ouvert ses portes 3 mois plus tôt. 20 lits pour les soins palliatifs, une équipe médicale dévouée dirigée par Étienne et une bibliothèque thérapeutique révolutionnaire conçue par Margot. Les premiers patients avaient été accueillis dans une atmosphère de sérénité et de dignité qui faisait déjà référence dans toute la région. « Mesdames, c'est l'heure !» Sophie entra dans la sacristie, élégante dans un tailleur bleu marine. Elle avait insisté pour accompagner Camille jusqu'à l'hôtel, en l'absence des parents de la jeune femme. « Vous êtes prête, ma chère enfant ?» Camille hocha la tête, émue. Au fil des mois, Sophie était devenue bien plus qu'une belle-mère, une amie, une confidente, une seconde mère. « Alors, allons-y. Votre prince charmant vous attend. » La marche nuptiale retentit, interprétée par les enfants de la classe de Camille qui formaient une chorale improvisée. Camille apparut au bras de Sophie dans l'allée centrale de l'église. Tous les invités se levèrent, les collègues de l'hôpital, les voisins de la rue de la Treille, Marc et sa famille, docteur Moreau et sa femme, madame Bergeron du café Le Petit Grain et tant d'autres visages aimés. Mais Camille n'avait Dieu que pour Étienne qui l'attendait devant l'autel. Il portait un costume simple mais parfaitement coupé, et son regard gris-bleu brillait d'un amour si intense qu'elle sentit son cœur s'emballer. À côté de lui, Marc lui souriait avec complicité. Quand elle arriva à sa hauteur, Étienne lui prit doucement la main. « Vous êtes éblouissante », murmura-t-il. « Vous n'êtes pas mal non plus », répondit-elle en souriant à travers ses larmes d'émotion. Le père Martin, qui avait baptisé Camille et Margot, célébra la cérémonie avec une simplicité touchante. Quand vint le moment des vœux, Étienne sortit un papier de sa poche. « Camille, » commença-t-il d'une voix émue, « il y a 18 mois, j'étais un homme perdu dans une vie qui ne me ressemblait pas. Vous m'avez montré le chemin du retour vers moi-même. Vous m'avez appris que l'amour n'était pas un luxe, mais une nécessité, que la vraie richesse n'était pas dans un compte en banque, mais dans un cœur qui bat pour quelqu'un d'autre. » Il plia son papier et la regarda droit dans les yeux. « Je promets de vous aimer tous les jours de ma vie. Dans la joie et dans la peine, dans la santé et dans la maladie, dans la richesse et dans la pauvreté. Je promets de construire avec vous un monde plus beau, plus juste, plus humain. Je promets d'être l'homme dont vous êtes fier, celui que votre amour a révélé. » Camille essuya ses larmes et prit à son tour la parole sans papier, le cœur sur la main. « Étienne, vous m'avez offert bien plus qu'un avenir. Vous m'avez offert l'espoir. L'espoir que Margot guérisse, l'espoir que nous puissions changer les choses, l'espoir qu'un amour vrai soit possible. Je promets de vous soutenir dans tous vos rêves, même les plus fous. Je promets de vous rappeler qui vous êtes quand vous l'oublierez. Je promets de vous aimer avec cette force tranquille que vous dites admirer chez moi, mais qui n'existe que parce que vous êtes là pour la nourrir. Étienne Marchand, acceptez-vous de prendre pour épouse Camille Fournier? Oui, je le veux. Camille Fournier, acceptez-vous de prendre pour époux Étienne Marchand? Oui, je le veux. L'échange des alliances se fit dans un silence ému. Étienne glissa à l'annulaire de Camille un simple jonc d'or, gravé de leurs prénoms entrelacés. Camille fit de même, ses mains tremblant légèrement d'émotion. « Vous pouvez embrasser la mariée. » Étienne prit le visage de Camille entre ses mains et l'embrassa avec une tendresse infinie. L'église explosa en applaudissements et en cris de joie. « Mesdames et messieurs, » annonça le père Martin, « je vous présente monsieur et madame Marchand. » La sortie de l'église fut un moment de pure magie. Les invités lancèrent des pétales de rose, les enfants de la classe de Camille chantaient à tue-tête, et Margot pleurait de bonheur en prenant des photos avec l'appareil qu'Étienne lui avait offert. « Alors ?» demanda Marc à Étienne, tandis qu'il posait pour les photographes. « Aucun regret ?» Étienne regarda Camille, qui riait aux éclats avec ses petits élèves. « Aucun, jamais. Cette femme a fait de moi l'homme que je voulais être. Et maintenant, nous allons vivre. Vraiment vivre. » La réception eut lieu dans le jardin de la clinique Espoir, transformé pour l'occasion en un salon de plein air féerique.
Sophie avait organisé un buffet somptueux, mais dans l'esprit des goûts de Camille, simple, généreux, convivial. Les tables étaient dressées sous les tilleuls en fleurs, et une petite piste de danse avait été aménagée sur la pelouse. « Mesdames et messieurs, » prit la parole Sophie en levant son verre de champagne, « je porte un toast aux mariés, à Étienne, qui a eu la sagesse de choisir l'amour plutôt que la convention, à Camille, qui a su voir l'homme véritable derrière le masque social, à Margot, qui nous a tous conquis par son courage et sa joie de vivre, et à nous tous, qui avons la chance d'assister à la naissance d'un amour vrai. À l'amour, reprirent en chœur tous les invités. Plus tard dans la soirée, tandis que les invités dansaient et que les enfants couraient entre les tables, Étienne et Camille s'éclipsèrent vers les berges de l'Allier qui coulait paisiblement derrière la clinique. Ils marchèrent en silence, main dans la main, savourant ces premiers instants en tant que mari et femme. « Tu sais, » dit Camille en s'arrêtant près de la rivière, « il y a 18 mois, si quelqu'un m'avait dit que j'épouserais un chirurgien milliardaire, je l'aurais pris pour fou. Et si quelqu'un m'avait dit que je tomberais amoureux d'une institutrice bénévole, j'aurais ri au nez, » répondit Étienne en l'attirant contre lui. « Et maintenant ? Maintenant, je sais que les plus belles histoires sont celles qu'on n'attend pas. » Ils restèrent longtemps enlacés au bord de l'eau, regardant le soleil se coucher sur la chaîne des Puys. Derrière eux, les rires de leurs invités leur parvenaient comme une mélodie lointaine. « Camille, oui, tu es heureuse ? Plus que je ne l'ai jamais été. Et toi ?» Étienne regarda cette femme qui avait bouleversé sa vie, qui l'avait sauvé de lui-même, qui partageait maintenant ses rêves les plus fous. Dans quelques jours, ils partiraient en voyage de noces en Toscane, un cadeau de Sophie. À leur retour, ils reprendraient leur travail à la clinique Espoir, continueraient à construire leur petit empire de l'amour et de la solidarité. « Moi, » dit-il en la faisant tournoyer dans ses bras, « je suis l'homme le plus heureux du monde. » Au loin, Margot les observait depuis la terrasse de la clinique, appuyée sur Sophie. « Ils sont beaux, n'est-ce pas ?» murmura la jeune femme. « Magnifique, » confirma Sophie. « Et tu sais quoi ? Je crois que cette histoire ne fait que commencer. » « Comment ça ?» Sophie sourit mystérieusement. « Disons que j'ai entendu Étienne parler d'agrandir l'appartement de la rue de la Treille pour faire une chambre d'enfant. » Margot éclata de rire. « Ma sœur va être aux anges. Elle rêve d'avoir des enfants depuis toujours. Et Étienne aussi. Il sera un père merveilleux. » Au bord de l'Allier, Camille et Étienne s'embrassaient une fois de plus, perdus dans leur bonheur. Ils ne savaient pas encore que dans 9 mois exactement naîtrait leur premier enfant, une petite fille aux yeux gris-bleus de son père et au sourire tendre de sa mère. Ils ne savaient pas que leur clinique Espoir deviendrait un modèle en France. Ils ne savaient pas que leur amour inspirerait tant d'autres couples à croire en l'impossible. Tout ce qu'ils savaient, c'est qu'ils s'aimaient, et que parfois, quand on a le courage de briser les murs qu'on a construits autour de son cœur, la vie nous offre des cadeaux magnifiques.